faut aller voir les chiffres. Combien on prescrit d'antibiotiques aux humains, aux animaux d'élevage et de compagnie par rapport à ce qu'on met comme antibiotiques directement dans la nature chaque année en France? C'est simple, c'est de l'ordre de fois 100. On met fois 100 de pesticides qui sont aussi des antibiotiques par rapport à ce qui est prescrit aux gens. Donc, à la rigueur, qu'on me dise que les médicaments, c'est 1% de l'impact, très bien. Un ancien employé de Bayer qui m'a écrit, et je lui ai dit, mais j'imagine que vous ne saviez pas que vous étiez en train de fabriquer des médicaments pour soigner les maladies causées par l'autre partie de Bayer, Crop Science. Et il me répond, bien sûr que si. D'ailleurs, tout le monde sait à la recherche, il n'y a que les gens du marketing et de la communication qui ne savent pas. Salut à tous, bienvenue sur Limite, merci à vous d'être là. On a lancé un gros projet, un projet capital pour cette chaîne, c'est l'Odyssée du Vivant. Une grosse campagne de contribution dans laquelle on va pouvoir se battre pour mettre en place de nouveaux projets, de nouvelles vidéos, de nouveaux contenus qui vont montrer en fait que le monde qu'on tente de faire advenir, qu'on décrit beaucoup sur cette chaîne, existe déjà. Et si vous voulez nous aider, eh bien le lien est en description. Il n'y a pas de petite aide. Toute aide, bien sûr, est la bienvenue. Et vous savez, pour régénérer le vivant, il faut aussi comprendre fondamentalement ce qui est en train de le détruire. Et c'est justement le sujet du talk d'aujourd'hui avec Hélène Grosbois. Bienvenue sur Limite. Hélène, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter ? Oui, alors j'ai fait 2 reconversions professionnelles. Donc d'abord, j'ai fait une école de commerce classique, tout à fait ennuyeuse, et j'ai travaillé dans la finance et notamment à un haut niveau, comme on dit, puisqu'à la fin, je conseillais les membres du comité exécutif d'une banque systémique, et donc c'était extrêmement intéressant. Et aussi, du coup, je sais comment fonctionne la finance et donc le capitalisme. Et en fait, on est très très peu à savoir comment il crée l'argent, comment il disparaît, à comprendre vraiment le système. Ça paraît flou pour plein de gens, c'est normal, on leur a jamais expliqué, donc ils peuvent pas deviner. Et puis, suite à ça, j'avais fait le tour et donc j'ai fait une première reconversion professionnelle dans l'environnement, mais de manière institutionnelle. C'est-à-dire que j'ai travaillé dans des startups vertes, mais qui en fait n'était pas vert du tout. Après, j'ai travaillé dans des ONG, le WWF, et puis une ONG à Bruxelles qui est supposée verdir la finance. Et puis en fait, je me suis rendu compte que Bruxelles et les institutions européennes de manière générale étaient à des années-lumière de comprendre le problème, que ça n'était que du greenwashing, et je voulais pas du tout participer à cet immense effet rebond en fait généré par ce greenwashing. Et aussi à ce moment-là, je commençais à me dire que le problème était en fait majoritairement agricole. Ces 2 choses faisant, je me suis dit, il faut que tu t'en ailles, faut que tu ailles à la campagne. Et puis si tu veux parler d'écologie et de biodiversité, à un moment, il va peut-être falloir vraiment connaître, apprendre, comprendre la biodiversité et donc l'agriculture et faire par toi-même. Aussi, tu vois, parce que pour démêler le vrai du faux, en fait, je vois pas comment faire autrement que faire soi-même. Et donc tout ça m'a amené à faire ma 2e reconversion, vivre à la campagne. Pendant 2 ans, j'ai fait du maraîchage toute seule et après j'ai fait un BPREA, un brevet professionnel de responsable d'entreprise agricole, donc une reconversion professionnelle en maraîchage biologique près de chez moi. Voilà. Et comment ça se passe jusqu'à maintenant ? Moi, je fais pas du maraîchage au sens maraîcher où je produis de grandes quantités de nourriture pour les autres. Moi, je fais de l'agriculture vivrière. Ça veut dire que j'essaye de produire ce que je mange et aussi, du coup, j'ai une autonomie. C'est-à-dire que je produis mes propres semences. Par exemple, je fais mon propre terreau. C'est pas la même chose que maraîcher. Un maraîcher, il fait généralement pas ses semences, il fait pas son terreau, il peut pas tout faire en fait. Voilà. Donc moi, je fais beaucoup moins de production alimentaire. Par contre, je fais toute la chaîne de valeur et une production qui est beaucoup plus diversifiée que ce que fait un maraîcher. Le maraîcher va faire beaucoup de tomates, beaucoup de courgettes, les trucs que veulent les gens. Moi, je fais aussi des pois chiches, des lentilles, beaucoup de légumes vivaces. Des asperges, des chervilles, des topinambours, enfin j'oublie tout le temps, mais voilà, une production alimentaire qui est quand même différente, on va dire, de la production maraîchère. C'est génial, je peux pas dire autrement, parce que c'est une source infinie d'apprentissage, en fait. Je pense que je mourrais encore en apprenant des trucs. La biodiversité, c'est fascinant, la façon dont les plantes se reproduisent, de voir aussi la grande variabilité qu'il y a dans le vivant. Tu vois, dans le même sachet de semences de tomates, pour faire très simple, il y a des petites, des grandes. Il y en a qui lèvent à 22 degrés, d'autres à 28. Ah bah ouais, c'est la variabilité du vivant. Donc imagine, avec toutes les espèces, toutes les familles, etc., tu as une variabilité qui est énorme. En plus, chaque année, le climat change, la météo est différente, tous les ans. Bref, voilà, tout ça pour dire que c'est jamais pareil et que c'est super compliqué
et donc une source énorme d'apprentissage. Et puis, il y a toujours un peu ce truc de dire la nature est bien faite. Bon, ce qui est un peu débile puisque c'est l'évolution. Donc, c'est pas la nature est bien faite, c'est le principe même d'évolution, mais il y a un côté vrai qui est vraiment fascinant en fait dans la diversité de la nature, à quel point oui, c'est intelligent et à quel point nous, en fait, on n'est pas du tout adapté, à quel point on est fragile. Un truc qui est très différent aussi du reste du vivant, qui est beaucoup moins fragile que nous. Tu vois, des trucs tout bêtes, hein, mais par exemple, nous, on n'a qu'une seule façon de se reproduire. Il y a plein d'arbres, plein de végétaux qui peuvent se reproduire à la fois de manière sexuée par la semence, la graine, mais aussi de manière végétative, soit en multipliant ses racines, en se marcotant. Voilà, donc tu vois... Voilà, c'est fascinant de voir à quel point le reste du vivant est beaucoup plus adaptable, résilient que nous, quoi. On sent vraiment une passion pour ce monde très complexe et à la fois très simple, puisque c'est la vie en général. Et je précise, le constat, on l'a fait de la situation planétaire, de l'effondrement de biodiversité. Tous les chiffres, tu les donnes dans notre première vidéo. Oui. Bien sûr, les liens sont en description. On vous invite à la regarder. Éventuellement après ou vous mettez pause et l'écoutez et vous revenez. Pour ceux qui nous écoutent en podcast, il suffit de chercher Hélène Grosbois, il n'y a pas de problème. Et qui a créé beaucoup d'émulsions, beaucoup de commentaires, beaucoup de personnes d'accord, pas d'accord, parce que j'ai l'impression que tu es venu un peu avec quelque chose de très contre-intuitif, à des savoirs qui étaient déjà très partagés et ça a beaucoup débattu, beaucoup discuté. J'ai reçu énormément de mails de gens qui disaient « Elle a totalement raison, mais… » Et puis d'autres personnes qui me répondaient à un mail qui n'avait absolument rien à voir avec le mais et c'était incroyable. En fait, c'est comme si tu avais touché un sujet un peu comme certaines personnes, certains orateurs arrivent un peu dans la sphère publique à changer complètement la vue sur quelque chose. Je veux citer Jean-Marc Jancovici sur le nucléaire. C'est un peu l'homme qui a changé la perception d'une bonne partie des Français et des francophones autour du nucléaire, y compris chez nous en Belgique. Et toi, Hélène, il y a cet élément par rapport… Justement, pour toi, le boss final, pour toi, le véritable problème de nos sociétés, c'est l'empoisonnement massif et généralisé. Le boss final, ouais. Bienvenue sur Limite, c'est comme ça qu'on s'exprime. Pour beaucoup de gens, le boss final, c'est le CO2, c'est le CO2 émis, c'est le pétrole, gaz et charbon, ce sont les énergies fossiles. C'est beaucoup ce dont on entend parler. Effectivement, ça néglige pas mal de choses. Pour d'autres personnes, le boss final, c'est le système économique dans lequel on est, la finance. Toi, je sais que on va pas te vulgariser et surtout te réduire à une seule chose, mais tu viens beaucoup avec cette notion de mort, d'empoisonnement, de poison. Et je voulais savoir pourquoi, à ton sens, ça a créé autant de dissonance cognitive, autant de remous. De dire littéralement que entre Total Énergie et son implication et toutes les compagnies d'énergie fossile, leur implication qui déstabilise le climat et donc ce que toi tu as appelé la technosphère, nos sociétés humaines, que c'est un problème, certes, mais que le véritable problème est l'empoisonnement généralisé de l'humanité, des espèces vivantes et leur destruction par les pesticides. Pourquoi ça déchaîne autant les foules Moi, il y a aussi peut-être des choses que j'ai pas dites la dernière fois, et désolée si je les ai dites et que je redis, mais moi aussi avant, j'étais complètement focalisée sur le climat. Comme tout le monde, j'ai envie de dire. Comme tout le monde, je suis arrivée dans l'écologie par le climat. Et c'est à force de travailler dans l'écologie, d'approfondir mes recherches et surtout de faire de l'agriculture que j'ai commencé à remarquer un grand nombre d'incohérences. Et à force, ça m'a amené à chercher pour essayer de comprendre ce qui se passait, pourquoi je voyais toutes ces incohérences, pourquoi il y avait des choses que je ne comprenais pas. Enfin, je peux vous donner des exemples, mais déjà quand je suis allée à la COP sur le climat, il y avait… Laquelle ? À la COP, que je dise pas de bêtises, à Bonn en 2017 et du coup c'était la COP 23. D'accord. Parce que ça commence à dater un peu. Donc au village de l'ONU à Bonn, parce qu'il y a les COP importantes et il y a des COP intermédiaires. D'accord ? Moi c'était une COP intermédiaire. Tous les 3 ans, on signe des accords, c'est important, et on négocie, on prépare, on machin. Et souvent c'est dans les villages de l'ONU, donc moi c'était à Bonn, au village de l'ONU de Bonn, quoi. Mais tout ça pour dire que y a quand même des multinationales de l'agroalimentaire qui ont des stands à la COP. Vous arrivez, il y a des voitures électriques géantes. Enfin, c'est quand même
très particulier. C'est pas du tout ce que je m'étais imaginé quand je suis arrivée Encore pour la petite aujourd'hui, écolo. Je pense que c'est encore bien pire aujourd'hui. Ouais. Il y a 1000 fois plus de monde, 1000 fois plus d'entreprises, 1000 fois plus de lobbyistes. Mais déjà à l'époque, il y avait plein de multinationales, dont des gens dont je savais déjà qu'ils étaient vraiment toxiques pour le vivant. Enfin voilà. Et donc déjà la COP, je m'étais dit mais qu'est-ce que c'est que ce processus? Ça ressemble à un salon commercial comme n'importe quel salon commercial. En fait voilà. Et puis il y avait que des faunés, des conglomérats. Des gens, vous voyez, qui travaillent pour le World Business Council. Bah ouais, mais en fait, derrière le World Business Council, c'est Bayer, c'est BASF, etc. Mais c'est que des faunés comme ça, des noms bizarres. Je me disais, mais c'est quoi ce truc? Enfin, je pourrais vous faire... voilà. Mais déjà, ça a semé un froid quand même assez important. Ensuite, quand je lisais les rapports de l'IPBES, donc qui est l'équivalent du GIEC sur la biodiversité, déjà, je me disais, ok, il y a écrit nulle part qu'on est rentré dans la 6e extinction de masse. Et je comprenais pas parce que nous, en France, on a des gens comme Gilles Boeuf, comme Pierre-Henri Gouillon et d'autres qui sont quand même des grands professeurs du muséum. Pierre-Henri, il est professeur émérite Gilles Boeuf, il a même carrément été président du Muséum national d'histoire naturelle, disait qu'on était en grande extinction de masse et ces termes n'apparaissent pas dans les rapports de l'IPBES. Donc déjà, ça, il parle de la fameuse érosion, mais la biodiversité, comme dirait Pierre-Henri, ça ne s'érode pas, ce n'est pas une falaise, c'est une dynamique comme un vélo. Elle a besoin d'être en mouvement pour rester en équilibre, c'est ce qu'on appelle un équilibre dynamique, et c'est assez binaire, hein. Soit vous êtes en mouvement et vous êtes en équilibre, soit vous êtes par terre, en fait, il n'y a pas de petite érosion, c'est pas comme si le vélo il pouvait rouler à 45 degrés pendant je sais pas combien de temps, ça marche pas comme ça, c'est pas ça. Donc il y avait déjà ça, et surtout je lisais ces rapports et je me disais, je ne vois pas ce qui explique l'extinction là-dedans. En un, il parle de la déforestation, le changement d'aménagement des terres. Or, la déforestation en Europe, elle date d'il y a super longtemps. Donc, je me disais, mais c'est pas possible. Et surtout, je sais qu'on est rentré en extinction depuis seulement 30 ans. Enfin, depuis 1990. Le temps passe vite, donc ça fait 45 ans maintenant. Mais voilà. Et on a perdu 80% de la biomasse en 30 ans, mais on n'a pas déforesté 80% de la forêt en 30 ans, en fait. Donc, voilà. Et surtout, cette déforestation, elle date d'il y a très longtemps. Bien sûr qu'il y a des hotspots de biodiversité en Côte d'Ivoire, en Amérique du Sud aujourd'hui qui sont en cours de déforestation, mais il y a quand même une décorrélation hyper importante. Et bref, savais-tu les habitats de pas mal d'insectes on peut changer d'habitat. Nous, à la base, on vivait dans les forêts. Aujourd'hui, on vit dans les villes. On est toujours en vie. Les insectes, pour la plupart d'entre eux, ils vivent à la surface du sol, qu'ils soient dans une forêt ou un champ agricole. Si le champ agricole, que ce soit une culture ou une prairie, ne reçoit jamais de pesticides, l'insecte, il fait sa vie d'insecte. En fait, ça change pas grand-chose pour lui. Voilà. Donc, la déforestation a quand même un impact sur la réduction de population. Plutôt, les impacts pour la déforestation, c'est surtout sur les mammifères, en fait. Voilà. C'est sûr que les grands primates, après, tu les fous dans une bananeraie, s'il n'y a pas de pesticides, à mon avis, le grand primate, il fait très bien sa vie, hein. D'ailleurs, en Afrique centrale, aujourd'hui, on trouve des primates qui ont des fentes labiopalatines, le bec de lièvre, hein, qui est complètement dû aux pesticides. Ça, c'est l'exposition de la mer, les premières semaines aux pesticides qui font des malformations sur les bébés. Pareil, hein, c'est très connu, très documenté depuis un moment. On observe des singes qui ont des fentes labiopalatines parce qu'en fait, ils vont à côté chercher le maïs et les bananes dans les champs plein de pesticides. Et donc, finalement, eux aussi, en retournant dans la forêt, sont contaminés. Mais le changement d'habitat en soi ne tue pas. Bien sûr qu'il y a des espèces pour lesquelles c'est problématique. Mais si tu veux, entre manger du poison, avoir un peu plus chaud, changer d'habitat, il y en a un qui est vraiment mortel, tout de suite là maintenant, et les autres, c'est gênant, mais c'est pas nécessairement mortel, voire pas du tout. Tu vois? Et c'est là qu'il y a une grande différence. Mais tout ça pour dire que je lisais ces rapports et je me disais, je comprends pas. Je ne comprends pas dans ces explications ce qui explique l'extinction. D'ailleurs, il n'y a pas le mot extinction. Et en fait, c'est d'autres choses. Quand j'ai commencé à faire de l'agriculture, tous les maraîchers que j'allais voir, enfin, pas tous les maraîchers que j'allais voir, je vais être très précise. Les 3 premiers maraîchers qu'on a visités avec mon école, mon lycée agricole, nous ont dit, moi, ce que j'aime, c'est les années de canicule. Moi, je venais d'arriver, je me disais, mais ils sont cinglés, pourquoi ils disent ça? Moi, j'étais persuadée qu'on allait tous mourir de faim à cause du réchauffement, puisqu'à l'époque, j'étais aussi complètement sur le climat et dans ce narratif ambiant, général, je n'avais pas réellement approfondi les sujets comme il se doit. Et donc, j'étais là, mais ils sont malades. Et donc, le premier, je me suis un peu embrouillée avec lui, je crois. Et j'ai tiré la tronche pendant toute la visite. Le deuxième, un peu moins. Et le troisième, je me suis dit, là, Hélène, il y a un truc qui cloche. Mais pourquoi, en fait? Parce qu'il y a quand même des expériences, il y a quand même de la mesure locale où, effectivement, des événements climatiques extrêmes
que ce soit canicule ou que ce soit inondation, détruisent des récoltes. Donc ça, c'est quand même il y a des faits tangibles. Bah oui, mais en fait, le froid est aussi super problématique. C'est surtout le froid qui est problématique en agriculture. Bien sûr, mais enfin, on parle de changement climatique, on parle de variation. Tu vois, si tu regardes l'Iran, l'Iran, il fait moins 40 l'hiver, plus 40 l'été. C'est le 9e exportateur agricole mondial. Et il y a plein de pays chauds où il y a une agriculture tout à fait foisonnante. D'accord ? C'est plus que nous... On est crispé, on nous éduque dans quelque chose de figé, dans un monde figé, dans une vision figée du monde, j'irais même jusqu'à dire créationniste du monde, parce qu'on est dans une civilisation judéo-chrétienne. Et donc, tout changement, on a l'impression qu'on va se désintégrer, ok ? Or, c'est un peu plus compliqué que ça. Mais tout ça pour revenir au fait que ces premiers maraîchers, le premier, je me suis dit, il est bête. Le deuxième, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a à dire comme le premier ? Le troisième, je me suis dit, Hélène, là, t'as pas 3 idiots d'affilée. Il y a un problème, il y a quelque chose. Et c'est là que j'ai commencé à me documenter, etc. Que je me suis rendu compte de ce dont je viens de dire. Il y a plein de pays extrêmement chauds où il y a tout à fait de l'agriculture, etc. Et qu'au final... Mais une agriculture adaptée localement. Bien sûr. Désolé. Alors, tout à fait. Mais si tu prends l'exemple du maïs, un exemple flagrant, parce que le maïs est quand même devenu la céréale la plus cultivée dans le monde. C'est quand même hallucinant, hein, devant le riz, quoi. Le maïs, il vient d'une région subtropicale où normalement la saison chaude, est la saison humide. D'accord ? Et pas la saison chaude et la saison sèche. Et j'ai fait pousser du maïs chez moi pour comprendre ce qui se passait, tu vois, je voulais expérimenter. Bon, le système racinaire du maïs, il est partiellement hors sol. Genre, il suffit de faire pousser une seule fois du maïs pour te rendre compte, tu sais tout de suite quel est le problème. Je vous invite tous à aller taper système racinaire du maïs sur internet, vous allez tout de suite comprendre le problème en fait. Et donc le maïs n'a rien à faire dans des climats comme le nôtre. Il n'a rien à faire ici, tu vois. Et le problème, il vient de là, c'est que du coup, ton maïs, moi quand j'en ai fait pousser, j'ai bien vu, il a suffi de 10 jours sans eau au mois de juillet pour qu'ils tombent tous, hein. Ils sont tous morts. Bah ouais. Donc du coup, on a besoin d'irriguer, on a besoin de maïs, je sais pas quoi, hybride, machin. Mais donc tout ça pour revenir au fait que j'ai commencé à remarquer plein d'incohérences. Pareil, on nous dit le problème, c'est le travail du sol. Moi, donc du coup, je me fatiguais à faire une agriculture sans travailler du sol. Je semais, il n'y avait rien qui levait, je me disais, t'es nul. Et puis après, j'ai commencé à remarquer que bizarrement, dans les taupinières, si c'est pas un sol labouré, je sais pas ce que c'est, une taupinière, il y avait 10 fois plus de trucs qui levaient que là où c'était rien passé dans ma prairie en fait. Il y avait 10 fois plus de bébés chênes, de bébés châtaigniers, de bébés ronces qui poussaient là que là où il s'était rien passé. J'ai commencé à me dire, c'est quand même bizarre parce que si ça c'est pas un labour, je sais pas ce que c'est. Et puis c'est vrai que c'est bizarre parce que est-ce que les paysans sont suffisamment débiles pour avoir labouré pendant 12 000 ans alors que ça ne sert à rien? C'est quand même assez prétentieux de notre part de penser ça quand même. Tu vois, surtout qu'avant on faisait rarement les choses. Comme c'était mécanique, ça demandait beaucoup de force, beaucoup d'énergie. On réfléchissait à 2 fois avant de faire quelque chose, tu vois. Et donc non, en fait, il y a toutes sortes d'incohérences. Parce qu'on dit que le labour, il est mauvais pour le sol. Bien sûr. Et il faut expliquer pourquoi, peut-être pour les néophytes qui connaissent pas trop l'agriculture, que c'est un terme qui est souvent utilisé. Il faut pas labourer les champs parce que pour retourner la terre n'est pas quelque chose de bon. Pourtant, on l'a fait depuis longtemps, effectivement. C'est fou ça, on a fait 12 000 ans de labour sans jamais être en extinction, sans jamais qu'il y ait le moindre problème. C'est vraiment incroyable. Et par contre, maintenant qu'on met des pesticides, il n'y a plus rien qui va. Mais le problème, c'est les labours. Ah, c'est génial ça. Pardon, mais... Parce que la production alimentaire d'il y a 12 000 ans et aujourd'hui, c'est plus la même non plus, tu vois. Peut-être ça faisait le taf aujourd'hui. Combien on cultivait il y a 12 000 ans? Quelle surface on cultivait? Quels étaient les rendements? Tu sais pas? Non, personne ne sait. Bah non. Voilà. Bah si, les archéologues, ils savent quand même. Oui, mais je parle, quand je dis personne, monsieur tous les gens qui en parlent. D'accord. Combien le savent? Très peu. Tout ça pour dire qu'il y a 12 000 ans, on cultivait très, très peu de surface. Comparé à aujourd'hui, on était très peu nombreux, la question se posait pas. Par contre, les rendements, on les calcule tous à juste avant-guerre. Et en fait, on regarde jamais la quantité de nourriture qu'on produisait en agriculture vivrière. Personne ne l'a jamais documenté. Et ça, on compare jamais ces chiffres-là. D'accord? Et ça arrange bien tout le monde, enfin notamment les gens de l'agrochimie. Donc forcément, quand tu compares... en partant de l'après-guerre où la production s'était effondrée parce qu'on était en guerre, littéralement, à aujourd'hui, c'est comme les chiffres de la santé. On compare par rapport à 1990 le taux de cancer. Bon, ils ont quand même doublé depuis 1990, mais moi, ce que je voudrais comparer, c'est avant la chimie. On n'a pas trouvé les chiffres. Oui, mais la science était, bien sûr, mais la science n'était pas aussi avancée qu'aujourd'hui. C'est faux, en fait, tous les chiffres existent. Mais il faut aller dans des archives, les archives de l'Académie de médecine. Là, tu as tous les chiffres. Il ne faut pas croire qu'avant, on ne savait pas diagnostiquer. On savait très bien diagnostiquer aussi avant. D'accord, mais je veux dire, aujourd'hui, avec les IRM, avec tout ce qu'on est capable, on a une mesure qui est beaucoup plus précise. Va-t-on diagnostiquer en 1800 ?
C'est pas vrai, regarde, on faisait bien des césariennes il y a 2000 ans. Donc à un moment, on nous présente une vision, ça c'est à l'école, on nous présente une vision complètement idolâtrée, idéalisée, du progrès technique. Comme si avant on était des sombres débiles qui ne savions rien faire. C'est complètement faux tout ça, d'accord? Par contre, ce qui est vrai, c'est que les chiffres, ils sont pas facilement accessibles et ça arrange plein de gens qu'ils ne soient pas facilement accessibles. Voilà, c'est tout. Mais tu vas dans les archives, je suis sûre, de la faculté de médecine de Paris, tu trouveras très bien, parfaitement documenté, tous les bébés mal formés, ce que tu veux, etc. Enfin, genre quand un bébé mal formé, ce qui est visible, mais tout est visible. Quand tu es à deux doigts de crever, crois-moi qu'on sait bien que tu es malade et qu'on se demande quand même un peu pourquoi, et les symptômes sont généralement facilement rapprochables d'une maladie. Il y avait une époque où il était interdit d'ouvrir un corps humain, c'était vade retro satanas, on le faisait pas. C'est-à-dire que on peut avoir des traces, mais à partir de 1800, 1850, 1900, je veux dire, parallèlement au développement, à la recherche et à la médecine, oui, on a commencé à aller beaucoup plus en profondeur, aller beaucoup plus voir. Déjà, dès les Grecs, les médecins étaient des grands médecins, et même le serment d'Hippocrate, et on diagnostiquait très bien. Enfin bon, bref, on va pas passer 1000 ans là-dessus, mais tout ça pour dire que les chiffres, on regarde jamais les bons chiffres, et c'est toujours des chiffres qui arrangent Qui arrangent qui? L'industrie, notamment, nous faire passer avant, vendre le progrès comme quelque chose de totalement idéalisé et la science avec, ça arrange tout le complexe militaro-industriel en fait. Or, le progrès, c'est aussi deux guerres mondiales. La science, c'est aussi la bombe atomique, les pesticides, et c'est pas que ça en fait. Et cette vision idéalisée, idolâtrée carrément en fait, parce qu'on est aussi dans une civilisation qui se pense laïque, où la science a pris la place de Dieu, et donc, dès qu'on émet la moindre critique, on passe pour un cinglé, anti-science, conspirationniste, etc. Pourtant, la science n'est pas parfaite. La science, comme je l'ai déjà dit la dernière fois, ça je m'en rappelle, voilà, a des biais. Tout a des biais dans ce monde, et la question, ce n'est pas ce que c'est ce qu'on en fait. Et c'est là qu'il y a un vrai problème. Mais attends, je reviens juste sur cette histoire de la bourse, que peut-être que c'est important, peut-être qu'il y a des gens qui s'intéressent à ce sujet. Il faut savoir que la stratégie de l'agrochimie, d'accord, c'est de financer la recherche dans le sens de son narratif. On a privatisé la recherche au fil des décennies. Même si c'est de petits budgets, ça empêche des recherches d'être, et sont financées, ce qui arrange, en l'occurrence là, si on parle de l'agrochimie, et ce qui ne va pas dans le sens de son narratif, c'est pas financé ou très mal, et donc il y a 10 fois moins de recherches sur ce qui ne va pas dans le sens de son narratif. Et ça, lisez Stéphane Foucault, lisez Stéphane Aurer, lisez Robert Proctor, lisez Les Marchands de doute, Merchants of Doubt, lisez, c'est pas Hélène Grosbois, je suis pas en train de fabuler, tout ça c'est parfaitement documenté et ça existe. Totalement, y compris sur le climat. On a fait une vidéo sur le sujet, je vous mets en description effectivement, où tu vois comment est-ce que la science a pu être dévoyée, mais comment aussi tu as des scientifiques qui ont lutté et des laboratoires de recherche publics qui ont lutté contre ces désinformations. Il y en a encore aujourd'hui qui luttent. Simplement, vous avez reçu Laurence Huck. Laurence Huck, elle lutte. Mais c'est pas facile. Et il faut tirer un trait sur sa carrière. Tout à l'heure, je parlais de Pierre-Henri Gouillon. Pierre-Henri Gouillon, il a pris position contre les OGM en France. Ça lui a coûté le poste qu'il avait au CNRS. Il n'a pas été renvoyé du CNRS, etc. Mais il avait un très gros poste. Et donc, il y a quand même, ça montre aussi le rapport qu'a la science au progrès et cette vision totalement idéalisée. Et dès qu'on remet en question finalement ce progrès, là, les problèmes commencent. Donc voilà, et ces chercheurs. Moi, suite à la dernière vidéo, plein de chercheurs m'ont écrit pour me dire merci. Peut-être que c'est important de me dire ça aussi. Bien sûr. Ils ont été très nombreux à m'écrire pour me remercier, les scientifiques. D'une part, parce que je pense que c'est pas dans leur état d'esprit de faire la révolution et de dire on a des gros problèmes aujourd'hui dans la recherche. Et d'autre part, ils risquent leur poste en fait à dire ça. Et donc, heureusement qu'il y a des gens comme moi, d'accord, ou des vieux scientifiques à la retraite pour le dire, parce que sinon, il y aurait personne pour le dire. Mais c'est pas... Moi, en fait, je trouve que c'est grave pour la science. La science, c'est quelque chose que j'adore. Moi, je suis une scientifique dans l'âme, même si j'ai pas fait carrière dans les sciences. Mais de voir comment la science, aujourd'hui, est dévoyée et mise au service d'intentions toxiques, en vrai, ça devrait tous nous inquiéter et nous rendre tristes, parce que ça l'est. C'est triste aujourd'hui d'avoir dévoyé la science à ce point. Mais juste pour revenir au labour, ils ont donc financé depuis des décennies la recherche, en étudiant les effets du labour, pour qu'on dise que si plus rien n'allait, c'était à cause des labours et non pas à cause des pesticides.
Et donc, la stratégie, c'est de noyer le poisson. Donc, quand tu as 90% de la recherche qui dit que le problème, c'est les labours, le réchauffement, les frelons asiatiques, je sais pas quoi, et qu'il y a que quelques pourcents qui disent que c'est les pesticides, ils ont réussi leur coup, ils ont noyé le poisson, quoi. Et c'est ce qui s'est produit. Et je le précise juste pour le non-labour, c'est important aussi parce que si tu ne laboures pas, si tu ne peux pas travailler ton sol, tu ne peux pas désherber mécaniquement. Et tu es donc condamné à désherber chimiquement. Et c'est le moyen qu'ils ont trouvé pour rendre les agriculteurs captifs, en fait. Obligés de devoir acheter. Donc le problème, c'est le labour, donc il ne faut pas labourer. Donc il faut mettre du glypho pour désherber. Donc il faut des semences hybrides F1 ou bien Roundup Ready si tu n'es pas en France. En plus, tu vas réduire énormément la fertilité de ton sol, en réalité, parce que tu n'injectes plus de chaleur, plus d'oxygène, plus rien. Donc en fait... Ça va beaucoup moins fonctionner. Tous les gens qui ont essayé le semis sous couvert voient bien que ça marche pas du tout. C'est même écrit sur le site des gens qui font la promotion de cette fameuse agriculture sans travail du sol. C'est écrit en toutes lettres. Triple performance, pour ceux que ça intéresse, allez voir le site. D'ailleurs, ils écrivent même qu'en fait, il y a besoin de beaucoup plus de pesticides qu'avant. Bref, donc tout ça pour vous dire que ça a été ça la stratégie. Cette stratégie, elle vient des marchands de tabac. Tu as l'air complètement étonné, mais elle vient des marchands de tabac. C'est la même méthode qui a eu lieu pour le climat, pour les énergies fossiles. Exactement. Pour les marchands de tabac, l'amiante et le climat, c'est ce que j'allais dire. De dire c'est multifactoriel. Mais je dois dire quand même que l'agrochimie a élevé ça au rang d'art suprême, quoi. Mais parce que ça fait partie, pourquoi on en parle? Parce que ça fait partie des commentaires qui sont beaucoup revenus et des mails et des échanges que j'ai pu avoir avec des chercheurs, des chercheurs en toxicologie aussi, qui m'expliquaient par exemple que l'effondrement des insectes, de la biomasse d'insectes, que toi tu dis que le boss final, celui sur lequel il faut absolument se concentrer, ce sont les pesticides, qui se relance, je veux dire, on tourne le 21 mai, ça se relance un petit peu partout dans le monde. Je veux dire, on a relancé le glyphosate pour 10 ans la Commission européenne. Je veux dire, on dirait qu'il y a des éléphants blancs qui reviennent et en mode, des trucs qui semblent anachroniques reviennent d'un coup en mode, allez les gars, on va relancer un petit coup, on a des stocks à revendre et puis il y a peut-être eu des investissements et tout derrière. Mais les commentaires qui venaient beaucoup, on parlait justement des particules d'usure de pneus qui avaient participé à effondrer. Ça fait partie du narratif de l'agrochimie, les médicaments que l'être humain relargue. Alors attends, c'est hyper important. On va donner juste un exemple. 70% des 70 des médicaments qu'il a. Non, mais je te lis tous les éléments. C'est important par exemple de répondre à ça parce que combien on prescrit des additifs et tout. Mais est-ce que les gens vont voir les ordres de grandeur et connaissent les chiffres? Faut aller voir les chiffres. Combien on prescrit d'antibiotiques aux humains, aux animaux d'élevage et de compagnie par rapport à ce qu'on met comme antibiotiques directement dans la nature chaque année en France? C'est simple, c'est de l'ordre de fois 100. On met fois 100 de pesticides qui sont aussi des antibiotiques par rapport à ce qui est prescrit aux gens. Donc, à la rigueur, qu'on me dise que les médicaments, c'est 1% de l'impact, très bien. Pardon. Mais il faut avoir conscience que toute cette recherche, les résidus de pneus, vous l'avez forcément entendu celle-là, les pilules des femmes qui tuent les poissons dans les rivières et qui les féminisent. C'est beau ça. Qu'est-ce qu'on a encore? Tout ça, c'est des trucs qui sont complètement de l'ordre de l'anecdotique. Pour noyer le poisson. Tout a un impact. Je respire, je relargue du CO2, j'ai un impact. D'accord? Tout a un impact dans ce monde. Okay. Mais avec des ordres de grandeur différents. Voilà. Le truc, c'est que si tu regardes que le réchauffement, et j'en ai parlé il n'y a pas longtemps avec une dame qui a travaillé 30 ans sur l'impact du réchauffement en agriculture et sur la biodiversité. Okay. Elle m'a posé des questions sur les pesticides parce qu'elle sentait qu'elle n'en savait pas assez. Et à la fin, elle disait plus rien. Et je me suis dit, mince, la pauvre, je l'ai démoralisée. C'était pas du tout ça. Elle s'est dit, mon Dieu, moi, ça fait 30 ans que je participe à alimenter cette machine infernale. Bien sûr, le réchauffement a un impact, mais comparé à la toxicité des pesticides, puisqu'ils ont été créés pour tuer, en fait, ça fait 30 ans que j'alimente la machine parce que moi, c'est ça l'impact. Et toi, tu es en train de me dire, et elle le comprenait très bien, et depuis, en plus, elle a regardé de son côté, que c'est ça. Tu vois le truc? Or, on a siloté la science. On a tout segmenté. Donc, chacun est dans son petit segment, fait son petit truc, et bien sûr que le réchauffement a un impact, bien sûr que les médicaments ont un impact, mais quand tu as un truc qui représente 90, voire plus de l'impact, est-ce qu'on peut encore parler de multifactorialité? Et est-ce que... En fait, ce qu'on a peut-être tendance à oublier, c'est que c'est dans un laps de temps très court. En 30 ans. En 30 ans, on a perdu 80% de la biomasse dans les forêts. Voilà, en une génération, donc ce qui est quand même effectivement... Dans les forêts, c'est pas la déforestation. Oui, voilà, et ce qui est quand même assez inédit. Mais justement, tu vois, tous ces éléments-là, nous, sur Limite, on aime bien lire des rapports scientifiques, des projets, parce que pour nous, la science est la meilleure mesure du vivant. C'est quelque chose qui permet, que ce soit en biodiversité, en climat ou dans tel ou d'autres domaines, d'aller au-delà de mon niveau de compétence, de mon niveau de connaissance. C'est-à-dire que je vais sortir un doigt mouillé. Ah, je me fais une opinion. Regardez le temps qu'il fait, il n'y a pas de changement climatique.
Je fais confiance aux climatologues pour avoir des données précises avec en agroforesterie, tout ce que tu veux, pour dire voilà, là le sol s'est asséché. Attends, il y a un truc important à dire. Oui, mais... Parce que je suis d'accord avec toi, pardon, je te coupe la parole. Je suis d'accord avec toi et je suis exactement comme toi. Par contre, juste, je voudrais dire un truc, c'est que c'est pas les scientifiques qui ont dit que c'est le réchauffement le principal problème. C'est pas ça, tout ça, c'est pas les scientifiques. Hein. Enfin, moi, tu vois, j'ai jamais vu. Je me suis pas, enfin, j'essaie de réfléchir, mais tu vois, j'ai jamais vu Jean Jouzel dire le réchauffement est la cause majeure de l'extermination et notre plus grand problème. Je ne l'ai jamais entendu dire ça. Et d'ailleurs, je pense pas en fait que les scientifiques disent ça. De l'extermination de la biodiversité. Ouais. Non, mais même en général. Mais même en général, je l'ai jamais entendu dire le réchauffement c'est le plus grand problème aujourd'hui de l'humanité ou quoi que ce soit. Et en fait, c'est là que c'est très pervers et c'est en t'entendant. C'est pour ça qu'on parle de limite planétaire chez nous. Qui dit ça? Oui. C'est ça, c'est là où ça devient intéressant. C'est des organes politiques qu'on appelle le GIEC et l'IPBES parce que ce sont des organes intergouvernementaux. C'est les gouvernements qui disent ça. Mais c'est les scientifiques qui écrivent les rapports et qui alertent quand même sur c'est pas les scientifiques qui écrivent les rapports. Les scientifiques n'écrivent pas les rapports. Faut qu'on... Ouais, alors... Valérie Masson-Delmotte est quand même climatologue. C'est quand même, elle a été pendant longtemps la co-directrice, la coprésidente du rapport 2. Et ce sont les auteurs principaux, sont des chercheurs, certains. Alors, le rapport qui est publié, il y a 3 volets. C'est 3 différents. Il passe ensuite à la moulinette générale des gouvernements. C'est qui valide les rapports finaux. C'est dommage qu'ils ne soient pas là. Qui ça ne soit pas là Valérie, les co-writers. Mais un jour, on fera une vidéo avec eux. Non mais tu vois... Et avec toi, parce qu'on en a déjà deux sur la chaîne. Attends, trop de femmes. Non mais Très bien. T'as l'état de l'art de la science, d'accord? Et là on se dit, ok, on va faire une synthèse de l'état de l'art de la science sur le climat, pour le GIEC. Oui. Parce qu'il faut vraiment faire une grosse distinction entre le rapport 1, le rapport 2 et le rapport 3, qui se basent sur des données le rapport 3, quand même très différentes. Ça dépend c'est pour ça que ça aurait été intéressant qu'elle soit, parce que je connais pas assez dans le détail. Mais ce que je veux te dire, c'est qu'après, il y a des chercheurs qui font donc une méta-analyse de cet état de l'art de la recherche. Très bien, ça on est d'accord. Mais ensuite, ça passe dans la moulinette ONU et ensuite ça passe dans la moulinette gouvernement. C'est aussi les pays qui valident les rapports. Qui, phrase par phrase, mot par mot, virgule par virgule, modifie toutes les phrases. Et c'est un rapport de force. C'est un rapport de force entre les pays même. Ceux qui sont avantagés, pas avantagés. Il y a ça. Et puis si Valérie Masson-Delmotte, quand elle sera en fin de carrière, ce sera intéressant de l'interroger et de lui dire à quel point ce qu'elle a écrit a été totalement transformé et dévoyé. D'accord? Oui, mais il y a des mots, par exemple, qui viennent seulement d'être intégrés, c'est les termes de sobriété, sufficiency. C'est surtout qu'il y a plein de mots qui disparaissent aussi. Hein. Le mot énergie fossile, il a disparu du dernier résumé pour les décideurs, c'est quand même assez formidable. Alors que donc maintenant, c'est plus les énergies fossiles. Il y a littéralement un rapport de force. Attends, mais ce que je voulais dire, c'est que moi, les chercheurs avec qui j'en ai parlé, en tout cas, parce que moi, je suis relectrice de l'IPBES, c'est encore un autre truc, mais ils m'ont tous dit que entre ce qui est publié et ce que eux écrivent, ça n'a rien à voir, et surtout ce que le travail qu'ils rendent, c'est que c'est hyper alarmiste et qu'à la fin, tu as un truc qui est plus du tout alarmiste. Donc, il y a quand même, attention, enfin, tu vois. Surtout, attends, je voulais expliquer l'IPBES. L'IPBES a décrété un ordre des causes, d'accord, d'érosion, donc, puisque eux, ils sont toujours dans l'érosion, là. Qui est un euphémisme. Ça n'a aucun sens, voilà. Non, mais c'est l'exemple même, le mot érosion est un euphémisme. Personne n'a jamais su d'où sortait ce classement des causes. Personne, même quand tu demandes à l'IPBES, moi je leur ai écrit, et je suis pas la seule, d'autres gens leur ont écrit, personne n'a été capable d'expliquer d'où sortait ce classement des causes. Personne, c'est quand même assez fantastique, c'est incroyable. Et d'ailleurs, c'était dans les mêmes lettres que j'avais demandé pourquoi il y avait Bayer et Syngenta dans les groupes d'experts à la pollinisation qui participent à co-rédiger le rapport. Bref, on m'a jamais répondu sur ça non plus, c'est un peu gênant comme question. Mais c'est les gouvernements, c'est-à-dire qu'aucun scientifique n'a jamais mis 1, 2, 3, 4, 5 personnes, on a fait ça. Et même l'IPBES n'est pas capable de dire qui a mis ces chiffres devant ce classement des causes. Parce qu'en fait, ce classement des causes, il n'a pas lieu d'être, il est foireux, et c'est là que ça perd tout le monde. Au-delà du fait que le pesticide est compris dans pollution, ce classement n'a pas lieu d'être, et c'est pas pollution qu'il faut écrire, c'est pesticide. Parce que quand tu dis pollution aux gens, ils imaginent pollution atmosphérique, tu sais, les gens, c'est normal, c'est pas de leur faute, on leur parle que de ça tout le temps. Dans les 9 limites planétaires, on parle de pollution chimique, dans lequel on parle de pesticides. Après, j'avoue que moi, le coup des limites, j'ai un peu de mal parce que dans un coin, tu as biodiversité, or sans biodiversité, il n'y a rien d'autre qui compte. Donc en fait, tout est intrinsèquement lié, mais c'est pour ça qu'on a fait le choix. Demain, il n'y a plus de cuivre, j'ai des ressources métalliques, par exemple, je m'en
fou comme de l'an 40 et ça ne changera rien au vivant qui est plus Oui, le non. métal. Non, Donc, tu vois, il y a des trucs qui sont mis sont sur pas la dans les même, limites. Voilà, mais les ressources sont ça pas dans fait les limites penser un peu à planétaires. la multifactorialité, Mais c'est plus encore. l'impact, tu vois, du système économique qui a eu un Ouais. impact sur tout le reste, parce que effectivement le climat est un des problèmes. Voilà. Tout comme tu as la pollution chimique, tout comme tu as les cycles Donc, biogéochimiques qui sont aussi très importants par rapport à la biodiversité. Mais tu vois, c'est cette notion qui est importante. Nos limites, comme je t'ai dit, on est très attaché à la science, on comprend, puisque nos vidéos ont pas mal relaté le dévoiement de la recherche et de la science par des courants de croyances avec des scientifiques eux-mêmes. On a une vidéo qui parle de Bill Nirenberg, dont on parle dans Losing Earth et dans Mansion of Doubt, justement, qui explique que c'est un mec qui était un scientifique, donc normalement qui a une rigueur scientifique, qui était le directeur de l'Institut Oceanographic Scripps aux États-Unis, en Californie, qui a pour vocation de mesurer le CO2 dans l'air. Et qui est le premier gars qui a créé un rapport qui, en fait, enlevait complètement la responsabilité du carbone, qui disait c'est pas le carbone, regardez, c'est le soleil, c'est autre chose. Donc on sait à quel point, effectivement, la science, dans le tabac, dans plein de choses, a pu être dévoyée. Et maintenant, je sais, c'est aussi une critique qui avait été faite sur notre précédente vidéo, sur le fait que la plupart des laboratoires sont privés. Mais il y a quand même les laboratoires publics, le CNRS, le labo suisse, là, le PFL. Mais c'est-à-dire que quand je parle de laboratoires publics, ce sont des laboratoires qui ont prennent des décisions. Par exemple, quelqu'un vient en disant je voudrais faire de la recherche sur tel et tel sujet, et qui ne sont pas forcément liés de près ou de loin. Non, mais ça dépend. Ils ont des budgets, c'est des subsides qui arrivent comme budget. Mais c'est-à-dire que toute la production scientifique n'est pas basée sur des entreprises privées, des grosses multinationales. Non, mais il suffit de 3%. Combien il suffit de? Il suffit de quelques pourcents. Non, mais ça, je te suis que ça existe, parce que je vais appuyer certains de tes propos. Je connais des organes de publication scientifique qui sont disponibles sur Internet, sur lequel il n'y a que de la désinformation autour de énormément de choses, enfin qui dit non mais c'est pas le carbone. Il y a encore des publications aujourd'hui scientifiques, encore aujourd'hui en 2025, qui disent que c'est la faute du soleil, qui disent il n'y a pas de corrélation avec le carbone, mais c'est publié sur des trucs où quand tu vas voir je peux vous les trouver, je tenterai de vous les mettre en commentaire, de vous les mettre en description, mais quand tu regardes l'organisme de publication scientifique, c'est pas sérieux, c'est pas un journal sérieux, c'est un journal derrière, il y a un think tank lié à ExxonMobil ou un truc dans le genre, de près ou de loin, il y a toujours ça. Et on sait que c'est encore existant, mais c'est-à-dire que toute la production scientifique n'est pas de milieu privé. Mais toi, tu dis, il suffit de quoi? Il suffit de 3%, c'est ça? Non, mais déjà, c'est pas une question que de financement. Alors, oui, il y a les questions de financement, d'accord? Mais il suffit de quelques pourcents, parce que par exemple, s'il te faut 100 000 € pour créer un labo, s'il te demande 5 000 balles, il n'y a pas de labo, et donc en fait, il n'y a pas besoin de mettre les 100 000 € pour empêcher la création du labo, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est surtout qu'aujourd'hui, la recherche, elle est plus indépendante comme tu as l'air de l'imaginer. C'est-à-dire que c'est pas un chercheur se lève un matin et se dit bah tiens, moi je vais chercher là-dessus et donc c'est parti, on fait ça. Ça marche sous forme d'appel à projet déjà. Donc il faut répondre à des questions. Donc c'est pas toi qui viens avec ta question. Si la question n'est pas posée, on risque pas d'y répondre. D'accord? Et deuxièmement, il y a aussi l'idée que il faut que ta recherche elle participe à l'innovation. Il faut que ce soit des projets dits comment ils appellent ça? Ça fait un moment que je suis pas allée sur les sites, mais tu vois qui va servir, oui. Créer de la valeur, entre guillemets. Okay. Je sais plus comment c'est formulé exactement, j'aurais dû regarder avant, mais je sais pas qu'on allait parler de ça. Je savais pas que tu avais posé la question. Mais donc, en fait, aujourd'hui, pour te faire bien voir, il faut travailler sur l'intelligence artificielle, sur comment on va soigner le cancer, sur je sais pas quelle connerie. Et si tu as envie d'avoir des problèmes, faut travailler sur les pesticides. Et de toute façon, on te dira que ça permet pas d'innover, ce genre de recherche. Ça permet pas de créer du PIB. Et puis en plus, débrouille-toi avec les fonds privés. Et en fait, les fonds privés non plus, ils auront pas trop envie de savoir, quoi. Aujourd'hui, l'indépendance de la recherche, moi, tous les chercheurs avec qui j'en parle me disent que ça fait qu'il n'y a plus du tout aucune indépendance de la recherche. Et moi, j'ai même pire que ça. Je discutais avec une chercheuse de l'INRA. L'INRA, c'est pas non plus les plus gros révolutionnaires, hein, loin de là, l'Institut national de la recherche agronomique, où elle m'expliquait que c'est encore pire que ce que j'explique, qu'il y a des départements entiers au sein de l'INRA qui travaillent à 100% pour le privé. On sait déjà que ça ne sera que des innovations qui vont servir au privé. Et ça, avec que de l'argent public et des chercheurs publics, quoi. D'accord ? D'accord. Donc, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Et surtout, c'est même pas qu'une question d'argent. C'est que beaucoup de chercheurs, et par exemple, il y a Jean-Marc Bonmatin, chercheur au CNRS, toxicologue, qui avant faisait de la recherche fondamentale.
Et aujourd'hui, il fait de la recherche appliquée justement sur les pesticides parce qu'il s'est rendu compte que c'était le truc le plus grave. Ok. Et Jean-Marc Bonmatin, il explique très bien qu'il n'est pas statisticien, d'accord, et que quand il a voulu commencer sa recherche sur les pesticides, il avait besoin de données. Et qui est venu toquer à sa porte pour lui donner des données? Bayer. Donc Bayer, il t'apporte les données, puis après ils te disent t'es pas capable de faire les modèles et puis t'as pas la puissance de calcul, nous on l'a, donc en fait on va te faire les modèles, on va te faire la puissance de calcul. Et puis au final, le chercheur il se retrouve juste à signer, tu vois, à mettre son petit tampon CNRS à la fin. Lui il a vu le truc venir et il en parle, hein. Invitez-le, je suis sûre qu'il sera ravi de venir, vous pouvez chercher sur internet, vous verrez, il en parle très ouvertement. Et ça arrive tout le temps, c'est-à-dire que les chercheurs, ils peuvent pas tout. C'est pas parce que tu connais la biodiversité que tu es capable de faire des modèles statistiques, d'exploiter des données complexes qui viennent de la chimie. Vous voyez ce que je veux dire? C'est compliqué, c'est pas simple, quoi. Et donc les autres, en apportant leur aide, au final, ils vont complètement orienter la recherche de la personne. Tu vois, déjà quand c'est eux qui apportent la donnée, et en fait il se trouve que c'est souvent le cas. Et là déjà il y a un problème en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est toi qui apportes la donnée, tu peux la magouiller complètement à ton intérêt, quoi. Tu vois, donc rien que ça, c'est problématique. C'est ça, parce que le danger avec ce type de discours, c'est que absolument tout soit dévoyé, tout soit sorti du sens. C'est beaucoup dévoyé, c'est un gros problème et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte pour que la recherche soit de nouveau indépendante, qu'on aide les chercheurs. Parce que comme j'ai dit au début, les chercheurs, c'est pas dans leur profil, à la fois dans leur caractère. Il y en a qui ont des grandes gueules et qui sont prêts à être crucifiés sur la place publique pour défendre la recherche. Mais j'ai l'impression que c'est pas la majorité et qu'ils risquent leur poste, quoi. Donc comme tu as des médias détenus par des milliardaires, il serait intéressant d'avoir de la recherche où il n'y a absolument aucune ingérence de quelconque société privée ou de multinationale privée, que ce soit que des subventions publiques, point, avec... Exactement. Voilà. Et c'est valable pour l'enseignement supérieur aussi, on l'oublie trop souvent, mais c'est bien recherche et enseignement supérieur. Hein. C'est ça, oui. Donc à l'AgroParisTech, ils reçoivent de l'argent aussi, de l'agrochimie. Mais parce que du coup, on a quand même des études. Et j'ai l'impression effectivement qu'il y a une bataille entre des études qui disent les pesticides, c'est en train de tout péter. Il y en a, elles existent. Oui. Et des études qui relativisent, qui disent oui mais non on peut pas, le fameux multifactoriel, etc. Là, c'est et hyper plein d'autres important. choses. On en a déjà parlé tout à l'heure. Et donc on y est, oui. C'est très important. Tout à l'heure, tu as dit oui, l'Europe a réautorisé le glyphosate. Ouais, pour 10 ans. Qu'est-ce qui s'est passé? Des trucs de plomb aussi, j'ai entendu vite fait. Mais t'as l'EFSA, qui est l'équivalent de l'ANSES français, je sais pas comment il s'appelle en Belgique, mais l'agence sanitaire, européenne, l'EFSA, équivalent de l'ANSES en France, rend un rapport sur l'état de l'art sur le glyphosate et ensuite il y a un comité au sein de la Commission européenne qui décide de le réautoriser ou pas. D'accord? C'est comme ça que ça marche. Il n'y a pas le Parlement, il n'y a rien, jamais dans l'histoire. L'EFSA a fait donc son petit état de l'art et elle a dit nous on ne sait pas si le glyphosate c'est cancérigène. Ce qui est quand même assez énorme parce qu'en réalité, il y a un principe de précaution. Il y a des études depuis la fin des années 70. Ouais. Maintenant, les amis, pour ceux qui sont motivés, les plus motivés d'entre vous, allez sur Google Scholar, qui est donc le Google des études, des papiers académiques. Et c'est très drôle si vous regardez, en fait, les premières études, elles datent d'avant la Seconde Guerre mondiale. Hein, donc, il y a un bon recul aujourd'hui sur Google Scholar. Et si vous regardez jusque dans les années 80, les études, elles parlaient principalement de quoi? De la chimie et du fait que tout était en train de mourir de la chimie. Et après les années 80, on commence à voir apparaître le fameux truc, c'est multifactoriel, toutes sortes d'autres trucs possibles et imaginables en passant par la lumière dans les villes, ce que vous voulez, moi, le bruit des voitures, enfin, toutes sortes de choses possibles et imaginables. Ok. Et justement, tout à l'heure, tu as parlé des journaux à comité de lecture, là, les revues. Et en fait, sur le glyphosate, il n'y a aucun doute que c'est cancérogène puisque toute la recherche existe. Ce qui se passe, c'est que les journaux à comité de lecture publient des choses qu'ils ne devraient pas publier depuis un moment maintenant, depuis des décennies. Lisez le livre Lobotomie de Stéphane Aurel, d'accord? Et maintenant, ce que font les agrochimistes, c'est que quand il y a une étude qui dit le glyphosate est cancérogène qui sort, ils publient une lettre. Donc c'est pas une publication scientifique, une lettre, d'accord? Qui dit cette étude, c'est de la parce que ils vont trouver toutes sortes de trucs possibles et imaginables, parce qu'il n'y avait pas assez de gens testés, parce que c'était pas assez longtemps, parce que c'était pas la bonne formule, parce que le protocole, ce que vous voulez. Ils trouvent toujours quelque chose de toute façon. Ok? Mais c'est une lettre. Et là où il y a un grave problème, c'est que ces journaux à comité de lecture qui sont soi-disant prestigieux, mais qui en fait ne sont plus du tout prestigieux malheureusement depuis trop longtemps,
publie ces trucs, ces lettres de controverse, alors que c'est pas de la publication. Et donc, ils génèrent une controverse artificielle qui n'a pas lieu d'être, en fait. Mais ça fait partie des stratégies, c'est multifactoriel et générer une controverse artificielle. Parce que les mecs qui ont créé le lobbying, Robert Proctor, etc., ils expliquent que même si ce que tu dis est faux, ça laisse une trace. Et ça, c'est hyper puissant dans le lobbying. C'est-à-dire que même si tu dis Macron est gay, dans le genre-là, on l'a bien entendu celle-là, ok ? Même si on sait que c'est pas vrai, c'est démenti ensuite, ça laisse quand même une trace dans l'esprit des gens. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, c'est hyper puissant. Et donc, ils savent que générer une controverse et du doute, au pire du pire, ça laissera une trace. Mais en fait, ça marche beaucoup mieux puisqu'on en est à dire qu'on ne sait toujours pas si c'est cancérogène le glyphosate. Enfin, là, c'est vraiment... On est en train de se demander si l'eau mouille, quoi. Clairement, c'est hallucinant, quoi. Voilà. Et donc, toute cette controverse artificielle qui est générée par l'agrochimie ne devrait pas être publiée, en fait. Mais le truc, c'est que ça fait du buzz. On vient sur le site, on clique sur le site, on achète. Ouais. Voilà, tout ça, ça génère de l'argent, ça génère du bruit. Cette controverse, elle est hyper lucrative. Top. Alors, soit tu avais une pub YouTube qui arrivait maintenant, soit, je te parle de l'Odyssée du vivant. Petit rappel, ce gros projet qui est la révolution de limite, qui vise à rendre l'écologie désirable auprès des publics qui sont pas forcément dans le domaine de l'écologie. Le lien est en description. Faites partie de la grande famille. Merci pour votre attention. On retourne dans le talk. C'est parti. 3, 2, 1. J'ai l'impression qu'il commence à y avoir un éveil de la société. Par rapport, tu sais, il y a eu l'empoisonnement au PFAS, on en a beaucoup parlé, tous les empoisonnements en long, en large, aujourd'hui les pesticides. Moi, tu sais depuis quand je me suis intéressé moi, aux pesticides, moi c'était pas du tout un sujet qui m'interpellait de près ou de loin. J'étais en tournage pour un film qui s'appelle Même pas peur, qui est disponible sur la RTBF, qui parle de ma transformation d'un passage à un autre, de mon intérêt pour ces questions-là. Et j'étais avec les enfants et l'équipe de tournage m'a dit « Ouais, on va aller dans un champ de blé, et vous allez marcher dans ce champ de blé pour illustrer le fait qu'on se dirige vers quelque part. » Et je dis « Ok, on y va. » On marche dedans et je commence à me gratter. Et je me dis « Mais c'est bizarre ça. Pourquoi je me gratte ?» Et il y a mes enfants qui commencent à se gratter aussi. Et après, ma chérie qui commence à se gratter. C'était vraiment, moi, ça a réagi tout de suite. Et les jambes, énormément. En fait, tout ce qui... Et moi, je me dis, mais pourquoi et là, il y a un gars qui arrive à faire, il dit, ouais, je viens d'épandre, je viens de faire mon épandage et tout. À ce moment-là, je me dis, mais c'est normal, je me gratte. Et le gars, il me regarde, il fait, ouais, non, ça va pas ça va pas de là à gratter, quoi. Et je me suis dit, putain de merde, mon corps a réagi à une attaque. Enfin, j'ai eu des plaques immenses. Et même les réalisateurs qui étaient un peu à l'extérieur, qui nous filmaient de loin, commençaient moins rapidement que nous, parce qu'ils n'ont pas été dans le champ, à commencer à se gratter aussi dans certaines zones qui étaient ouvertes. Et à ce moment-là, je me suis dit, oh, attends, il y a une dinguerie là. Il y a une dinguerie que j'ai pas capté parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui a été pas mal étouffé. Et notamment toi, d'autres personnes qu'on a eues sur cette chaîne. Je pense à Céline Bertrand en Belgique qui se reconnaîtra, et Sébastien Clairen, d'une association de médecins. Laurence Huck qui est venue. Noé aussi a fait une vidéo sur la question. On sent qu'il y a un intérêt qui est de plus en plus omniprésent parce que c'est comme si tout d'un coup on découvrait des choses en se disant ah ben attendez les gars. Et donc c'est là qu'on se rend compte que c'était fort. Alors pour toi c'est quoi? C'est-à-dire que les pesticides, est-ce que tu as la tête dans le guidon? Je sais pas, je pense qu'on a un peu un biais. Si tu parles avec des gens qui bataillent sur le sujet depuis 50 ans. Oui, mais eux ils ont la tête dans le guidon depuis 50 ans. On parle vraiment de tout public. Il y a des gens qui nous regardent. Ça fait sans doute aussi 10-20 ans qu'ils sont éveillés sur ces questions. La grande différence, c'est que tout le monde est en train de tomber malade. Voilà. Là, tout le monde est en train de tomber malade et on a tous déjà quelque chose en lien avec les pesticides, en fait, sans le savoir. Parce que le spectre des pathologies et qui se transfèrent de génération en génération. Ah, mais c'est pire que ça. En fait, la plupart des cancers du sein, donc regardez le travail de Barbara Domenex, pointure mondiale des perturbateurs endocriniens. Il se trouve elle est anglaise, mais elle a travaillé toute sa vie au CNRS et au Muséum. En plus, elle a reçu énormément de prix et tout. Enfin, c'est quelqu'un qui a une très forte crédibilité scientifique. Elle explique que la plupart des cancers du sein, en fait, sont liés à l'exposition de la mère à des pesticides au cours des 3 premiers mois de grossesse. Et surtout le premier mois. Parce qu'en fait, tout se décide pendant le premier mois et tout est décidé et optimisé par la thyroïde. Et tous les pesticides halogénés, c'est-à-dire les chlores, les fluors, les bromures,
Donc, dont les perfluorés, parce que les perfluorés, on a parlé des poils téphales. Les poils téphales, pardon, mais c'est un détail, hein, parce qu'il y en a des kilotonnes dans les pesticides. Et s'il y a des PFAS partout sur Terre, c'est parce qu'il y en a dans les pesticides. Hein. Il y a des c'est pas à cause de seb et téphal, hein, les grosses multicellulaires toxiques. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire gaffe. C'est Solvay. Non, mais parce que ils s'en sont bien tirés, encore une fois. De nouveau, tu parles des rapports. Ils s'en sont bien tirés. Tu parles des ordres de grandeur. Ils sont vraiment très forts. Entre les pertes d'une plaque téphale qu'on a mal grattée. Évidemment. Et qu'on a cuisiné, qui se met partout dans la nature. Pardon, mais c'est de l'or. Et surtout, on le met volontairement dans la nature, dans des quantités stratosphériques. Enfin, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Et surtout, c'est beaucoup plus toxique. Pourquoi il y a des PFAS dans les pesticides? Parce que en pulvé, par exemple, tu vois, ça permet de faire que ton produit, à la première pluie, il soit pas complètement parti, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, mais c'est aussi que les pesticides, c'est la poubelle de la chimie. Donc ça, c'est encore un autre sujet. Mais bref, tout ça pour dire que ces pesticides halogénés, ils ont exactement la même structure chimique que l'hormone de la thyroïde. Voilà, c'est pratique. Il y a un mini détail, c'est exactement la même structure. Et donc, ça remplace tout de suite. Et c'est des effets qui sont dits non monotoniques. Ça veut dire que non monotone, ça veut dire que ça n'est pas linéaire. Ça veut dire que c'est parfois, ça veut dire que c'est, grosso modo, ça veut dire que c'est imprévisible. Ça veut dire que ça peut être parfois bien plus toxique à faible dose qu'à forte dose. Parfois très toxique une seule fois, une seule exposition. Enfin, ça veut dire que c'est très complexe, que c'est non linéaire et donc non prédictible et non modélisable. Et en fait, tout ça pour dire qu'on parlait de l'exposition de la mer. Oui, voilà, qu'en fait, la plupart des maladies, des cancers du sein, en fait, ils sont liés à l'exposition de la mer dans le ventre. Pardon, oh là là, je dis n'importe quoi. Des cancers du sein sont liés à l'exposition du fœtus dans le ventre de leur mère et donc à l'exposition de la mère dans les premiers mois. Mais pire que ça, les cellules germinales des fœtus sont aussi atteintes. Ce qui veut dire que l'exposition de la mère empoisonne le fœtus, mais aussi les enfants du fœtus. Les cellules germinales, c'est les cellules avec lesquelles le fœtus fera ses propres enfants. Et donc, ce qu'on paye aujourd'hui, là, les maladies qu'on voit aujourd'hui, c'est les pesticides d'il y a 70 ans. Sachant que ce qu'on met aujourd'hui, c'est des milliers, des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers, en fonction des produits, plus toxiques. Donc, faut à cette période-ci. Donc, oui. Par rapport aux femmes qui sont potentiellement enceintes. Ce qu'on paye aujourd'hui, c'est le DDT, pour être clair, des années 70. D'accord ? Voilà. Nos mères, elles ont été soumises au DDT. Nous, les maladies que toi et moi, on va avoir, c'est pour beaucoup lié à notre exposition prénatale au DDT. D'ailleurs, 98% de la population française est testée positive au DDT, à l'heure où on se parle, là, maintenant. Parce que les pesticides ne s'en vont pas, ils ne disparaissent pas. Comme donc les Antilles avec le chlordécone, c'est quelque chose aussi qui reste. Exactement. Donc là, c'est un chloré, encore un halogéné, hein, tu vois, dont je parlais tout à l'heure. Oui, sur le glypho qui est censé être parmi les moins toxiques et qui se dégrade le plus rapidement, en fait, il se dégrade, mais il se transforme en ce qu'on appelle des métabolites. Hein. Et les métabolites, on en a tous dans le sang, il y en a tous partout sur Terre, etc. Tu vois ce que je veux dire ? Il ne faut pas s'imaginer que c'est biodégradable. Ce ne sont pas des produits biologiques. Ce n'est pas biodégradable. C'est des produits de synthèse. Au mieux, ils se dégradent en métabolites. Au pire, ils restent tels qu'ils sont pour l'éternité, d'où les PFAS qui sont chimiquement stables et qui sont donc dits polluants éternels puisqu'ils ne sont inaltérables. Voilà. Mais donc ça, l'environnement, parce que décontaminer un environnement contaminé au PFAS. Ça, c'est pas vrai. Moi, je veux bien parler de décontamination quand on aura interdit les pesticides. Mais si on commence à en parler maintenant, ça va encore être un truc utilisé par les lobbies pour dire si on s'est décontaminé, voilà. Autant continuer. Hein, comme de toute façon, continuons d'avoir le cancer, on sait soigner le cancer. Si on s'est recyclé, autant continuer à produire. Exactement. Je vois ce que tu veux dire. Tout ça est passionnant et effrayant, forcément. La diminution des spermatozoïdes, l'infertilité chez les hommes et chez les femmes. On a remarqué, je crois qu'il y a une map, on va tenter de vous la mettre si on la trouve, et désolé, pardonnez-nous si elle ne s'affiche pas à l'écran pendant qu'on est en train de vous parler. Je fais un coucou à Johan, le monteur, qui est ici derrière moi d'ailleurs, c'est ça qui est très très drôle. Il y a cette map qui montre la baisse de la fertilité. Oui. Et je ne parle pas de la natalité, je parle bien de la fertilité dans le monde. Et on voit que les pays très industrialisés, qui ont le plus balancé de pesticides, et c'est en train de commencer à arriver en Afrique, un petit peu partout, on voit que cet impact, il est de plus en plus fort. On voit cette baisse de la fertilité, c'est-à-dire que quand tu es dans des pays riches, avec un niveau de médecine suffisamment développé, tu peux avoir ce que nous on appelle des inséminations artificielles. Chez vous, en France, c'est la PMA. La PMA, exactement. Donc dans ce genre de situation, c'est possible de pallier au problème, mais globalement, il y a de plus en plus, les chiffres sont en train de monter.
Moi, c'est très drôle. On a perdu 50%, je pense, d'activité des spermatozoïdes. 54 en 45 ans. 54 en 45 ans chez les hommes. Ouais. Si tu prends un petit peu tous ces éléments cocktails et tous ces effets, est-ce que, concrètement, attention, ça c'est le moment qui va faire mal, est-ce qu'on risque l'extinction de l'humanité en moins de 100 ans? Non mais tu me poses des questions, tout est possible. Sur ce fait-là, évidemment. sur ce fait-là, sur cette baisse de Bah, la le truc, fertilité c'est qui est en exponentielle en fait. En Occident, on a développé, comme tu as dit, pendant des décennies, on a inséminé les animaux et maintenant on insémine les femmes. Ça s'appelle la PMA et donc ça marche, quoi. Donc si tu veux, c'est une bonne solution à ce problème. Le truc, c'est que les animaux dans les pays sauvages, qui ont les possibilités de le voilà. faire. Ouais, mais les autres, ils sont pas encore massivement empoisonnés, bien que ce soit en cours, hein, évidemment. Puisque Bayer se sert de l'ONU comme véhicule pour conquérir les nouveaux marchés des pays du Sud. Mais ça pareil, hein, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est documenté. Ben oui, c'est un risque. Évidemment que c'est un risque, mais en fait, moi je t'avoue que je suis moins inquiète pour les humains, qui sont quand même un peu nuisibles à date, si je peux me permettre. Pas tous, mais en tout cas une partie, on va dire. C'est surtout pour le vivant, moi, que ça m'inquiète. Parce que tous les animaux, là, ils sont comme nous, hein. Ils ont un effondrement de la fertilité exactement comme nous. Les animaux, c'est exactement pareil. Et par contre, eux, ils n'ont pas de PMA. Voilà, alors ça, c'est chiant. Donc, les animaux, ils sont exterminés d'une part par les pesticides, mais en plus, ils peuvent plus se reproduire et ils n'ont pas de PMA. Donc, c'est un peu difficile pour eux. J'ai l'impression, quand je t'entends, que Bayer et l'autre que tu cites, c'est laquelle? BASF. Donc, juste, je précise pour les auditeurs, BASF, c'est la plus grande entreprise de chimie au monde, leader mondial de la chimie. Ils font pas des films pour les photos, BASF. Ils faisaient des cassettes vidéo, des cassettes audio, etc. Avant, ils vendaient aux particuliers, mais maintenant, ils font plus que du B2B. Donc, c'est devenu inconnu du grand public, BASF. Ouais. Mais c'est la plus grosse boîte de chimie au monde. Sans BASF, c'est encore bien pire que Total, quoi. Il y a pratiquement plus rien dans cette pièce. On se rend pas compte, mais il y a du BASF dans tout, dans nos voitures, nos téléphones, enfin dans tout. C'est la plus grosse boîte de chimie, donc ils fabriquent, ça va de la batterie au lithium, aux médicaments, au tout type de plastique en tout genre, en passant par les pesticides. Enfin, c'est tout en fait, c'est tout. Parce que le pétrole brut, c'est bien gentil, mais à part pour le mettre dans les voitures, t'en fais pas grand-chose. C'est plutôt la manière dont il est transformé derrière, comment on en fait de la pétrochimie, qui en fait permet toutes nos vies là de maintenant, quoi. On a l'impression quand qui sera pas substituable, ça aussi peut-être qu'il faut le dire. Ouais. Oui, non, vas-y, continue, excuse-moi. Bah non, mais ça va être difficilement substituable parce qu'aujourd'hui, les plastiques végétaux, les cuirs végétaux, je sais pas quoi. C'est fabriqué déjà avec plein de pesticides. C'est encore parce qu'on vous vend des sacs écolos, soi-disant c'est fait à base de végétaux, c'est écolo, mais enfin c'est fait avec plein de pesticides, donc ça n'a rien d'écologique en réalité. Hein. Je préfère 1000 fois que vous achetiez un bon sac en plastique, mais bref. Et le truc c'est que on va pas pouvoir produire des quantités stratosphériques de plastiques végétaux et raser toutes les forêts de la terre et arrêter de se nourrir pour faire des sacs à main en ananas, quoi. Ok. Donc il y a quand même un moment où il va falloir restreindre, mais il y a deux trucs hyper bien qui s'appellent Le Bon Coin en Belgique, je sais pas comment il s'appelle Le Bon Coin, mais tweedehand.be secondemain.be. D'accord. Oui, j'ai parlé néerlandais. Et Emmaüs, même si le fondateur est un sacré loulou apparemment, mais Emmaüs, ça reste voilà. Et donc, va quand même falloir. Mais quand tu me cites ces entreprises-là, Bayer, et BASF, ouais. BASF, j'ai l'impression que tu me parles de Umbrella Corporation, quoi. Hein? Umbrella Corporation, c'est dans la pop culture, c'est une société diabolique dans Resident Evil qui a lancé un virus, qui a anéanti et qui se dédouane de tout problème, qui dit mais non, c'est pas nous, etc., etc. Enfin, je veux dire, c'est quand même c'est le Mordor pour moi. Mais voilà, mais le boss final, en quelque sorte. Comment tu expliques que ce soit aussi peu répandu comme information? Parce qu'ils sont très forts et très malins. Voilà. Donc tu pars du principe que tu es une sorte de Naomi Oreskes façon de parler. Tu n'as pas cette prétention. Non, mais moi. Tu n'as pas cette prétention, d'accord. Mais Marchand de Doute a permis de lever le voile sur des méthodologies des compagnies pétrolières et avant ça aussi effectivement sur les compagnies de cigarettes, mais que en fait la suite va être de mettre à jour dans les médias ces entreprises-là. Absolument. Ça va être compliqué. Bah, c'est compliqué. T'as pas peur de disparaître? Non. Mais tu sais pourquoi ça va être compliqué? Parce qu'elles ont déjà survécu à 2 guerres mondiales quand même. Dans lesquelles elles se sont bien illustrées, quoi. Tu vois, traite d'humains, expérience sur humains, eugénisme,
Des petits trucs sympas, encore une fois, quand même infiniment pire que voler du pétrole, pardon, mais bon, bref. Ils ont résisté à ça. Donc, je me dis évidemment que ça va être difficile. La grande différence, c'est super déprimant, mais c'est qu'on est tous malades, quoi. On est tous malades. Il n'y a pas que les cancers, il y a toutes les pathologies chroniques, il y a tous les troubles cognitifs et du neurodéveloppement. D'accord ? C'est énorme, je crois que j'en ai déjà parlé la dernière fois. La fertilité, toutes les pathologies chroniques, mais même l'allergie, en fait, c'est lié aux pesticides. Tu vois ? Parce que les pesticides créent une hypersensibilité du système immunitaire, créent des maladies auto-immunes, des maladies endocriniennes. Enfin, je peux pas vous faire la liste, c'est phénoménal. Même la vue, c'est réglé par les hormones. Je regardais les chiffres sur les marchands de lunettes, eux ils sont aux anges parce que les ventes de lunettes se sont jamais aussi bien portées, c'est incroyable. On fait même des lunettes pour des enfants HA et TDAH, donc c'est génial, hein, ils gagnent plein d'argent, tout le monde est hyper content, mais en fait c'est absolument énorme. Et la différence c'est que là maintenant comme tout le monde est malade, à un moment ça va se voir, il va bien falloir expliquer. Moi c'est ça que je dis en conférence, c'est qu'on nous explique comment le cancer peut être la seconde cause de mortalité sur les enfants aujourd'hui en France. Parce que tu sais, les grands arguments de l'agrochimie, et c'est ce que je voulais dire aussi tout à l'heure, pourquoi ils sont bien meilleurs en lobbying ? Parce qu'ils dévoient, ils instrumentalisent les lobbies historiques. Ils remettent tout sur l'alcool et le tabac, des lobbies historiques, le réchauffement climatique. Et ça, les gens, ils peuvent pas imaginer qu'il y a un autre lobby qui utilise à son profit les lobbies historiques. Tu vois ce que je veux dire ? Là, on a perdu tout le monde, là. Parce on a perdu tout le monde, là. Là, en ayant discuté avec Laurence Huck, avec toi et avec d'autres, effectivement, on voit qu'un peu le dénominateur commun à cette industrie qui modifie à chaque fois sa particule, ça modifie sa molécule à chaque fois. Donc le produit, la molécule change, on l'interdit, on la change, ça change quasiment rien. C'est ce qu'on appelle la substitution regrettable. Voilà, tu es dans une course sans fin ou en mode ça c'est interdit. Ça les arrange. Ils veulent vendre les derniers trucs sous brevet, les dernières substances nouvelles, ils les vendent beaucoup plus cher que les anciennes. Le glypho, c'est plus sous brevet. Ce qui rend cette chasse aux sorcières très complexe, mais qui nous amène même en fait à comprendre une chose, c'est que on a compris que leur stratégie est de cibler. L'environnement est large et complexe, très complexe. Lorsque des gens sont atteints d'un cancer dans une région de France, et ce sont par exemple des enfants, et que ces cancers, comme par hasard, dans un certain village de France, allez voir notre talk avec Laurence Huck, c'est très important, on s'aperçoit que les chiffres sont supérieurs à la norme et qu'il y a des endroits comme ça où qui est déjà dramatique. Qui est déjà dramatique, donc ça veut dire qu'il y a déjà des situations, mais qu'on voit qu'il y a vraiment des pics. Et ces entreprises se défendent en disant oui, mais si la personne a bu du coca, si la personne, je donne des exemples, si la personne, on connaît pas son alimentation, si la personne a peut-être vécu des traumatismes qui ont fait qu'en ayant vécu des traumatismes, a été mal soignée, n'a pas été. Et en fait, c'est-à-dire que tellement d'autres facteurs sont invoqués que ça devient très difficile et très complexe de les condamner. Le truc, c'est que, tu vois, et désolé parce que c'est pas sympa parce que voilà, il y a plein de gens qui travaillent à démontrer que machin, il y a plein de gens qui sont sur le terrain du juridique, mais moi je crois qu'on gagnera jamais sur ce terrain-là, d'accord ? On pourra plus rien démontrer. Toute la biosphère est contaminée. Il y a une pollution diffuse sur toute la biosphère. Qui date, t'as des recherches des années 70 qui expliquent qu'on retrouve du DDT en Antarctique déjà à l'époque, d'accord ? Donc la pollution, elle est diffuse, ça fait des décennies. Et donc c'est pour ça qu'il y a un fond global d'enfants malades. Et puis il y a des petits pics, donc tout le monde est malade. Et puis il y a quand même des endroits où ils sont encore plus malades, quoi. C'est vachement sympa parce qu'ils se prennent des pesticides dans la tronche parce qu'ils habitent au milieu de gens qui mettent plein de pesticides. Ok. Mais attends, j'ai oublié. Mais qu'ils arrivent en fait à trouver d'autres facteurs. Oui, on pourra jamais prouver parce que tout est contaminé. Tu vois, ça c'est un gros problème. Donc en fait, moi je pense que ça te l'est à ça. Et comme tu as dit, en plus ça va être substance par substance. Donc en fait, on est cuit. Donc déjà ça pour moi, pardon pour tous les gens qui travaillent là-dessus, mais il faut laisser tomber. Et sur le réglementaire, c'est un peu pareil. C'est-à-dire que toute la structure du réglementaire, elle est basée sur des limites, des seuils. Ça tombe bien, on est sur limite, mais c'est les limites maximales de résidus. Et c'est les seuils admissibles et des doses journalières admissibles. Sauf qu'on a dit, il n'y a pas d'effet de seuil, c'est non monotonique. Donc en fait, l'intégralité de la régulation est bidon, d'accord ? Mais en plus, même si on arrivait à faire modifier la régulation, on ne ferait pas interdire les pesticides. La régulation, elle vise à encadrer l'usage des pesticides. Vous voyez ce que je veux dire ? Elle ne vise pas à la faire interdire. Mais parce que justement, vu qu'on a démontré qu'il y a beaucoup moins d'espèces d'insectes actuellement dans nos champs, biomasse. De biomasse. Merci de remettre les bons termes. C'est les deux, mais c'est surtout la biomasse. Voilà, de quantité. Non, mais merci, c'est important de le dire. Les quantités sont toujours énormes à déverser. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une réduction drastique ? Je veux dire, c'est ça, parce qu'il y a de la résistance.
En fait, si tu veux, il suffit d'une fois, tu mets ton pesticide, tu tues tout ce qui n'est pas résistant, il reste que ce qui est résistant, et ce qui est résistant, tu peux lui en mettre des millions de milliards, il prolifère. Et ça va même favoriser sa prolifération. L'exemple du moustique tigre, ça n'a rien à voir avec les moustiques qui sont apparus dans les métros dont je parlais avant. Les moustiques tigres sont résistants. Alors les moustiques tigres, on vous dit que c'est le réchauffement. C'est comme le blanchissement des coraux. Hein. Moustique tigre, je le voyais qu'au Sénégal, et c'était normal de le voir au Sénégal. Sauf que ce qui se passe, c'est que le moustique tigre, il est résistant aux péritrénoïdes, qui est la catégorie d'insecticides la plus utilisée depuis des décennies. Voilà. Et donc tu tues tout. Du coup, tu crées des niches écologiques, on appelle ça. C'est-à-dire que comme tu as tué tous ses prédateurs, tous ses concurrents, le moustique tigre, il a la belle vie de moustique tigre. Et donc, il prolifère plus que jamais. Ouais, c'est exactement la même chose qui se passe dans les champs. Mais là où ils sont un peu bébêtes, mais c'est pas qu'ils sont bébêtes, c'est qu'ils sont lobotomisés par des débiles qui passent sur les fermes et qui leur racontent n'importe quoi, qu'on appelle les techniciens, qui sont des bac+5 agros, qui vendent les produits, qui mentent allègrement aux agriculteurs. Ils leur mentent, littéralement, parce que eux, ils savent ce qu'ils font, là, hein, les techniciens. C'est que des indépendants. Mais en fait, la grille, du coup, il tue tout dès la première application. Ça, faut être clair. Il n'y a pas besoin de mettre 50 fois. Hein. Dès la première application, c'est comme vous, dès que je vous donne un petit fond de glyphosate, vous êtes mort. Il n'y a pas besoin d'en boire 10 000 litres. Hein. Quick. C'est pareil. Et donc, il reste que ce qui est résistant. Ok. Et ce qui est résistant, après, les autres, ils continuent d'essayer de leur en mettre toujours plus dans la tronche, mais ça change pas grand-chose. Et surtout, les techniciens leur mentent, leur disent c'est le réchauffement, c'est machin, c'est truc. Ils leur donnent des fausses causes, sans arrêt. Un très bon exemple, je pense que l'exemple le plus archétypal de tous, c'est vraiment les oliviers. Parce que donc il y a aussi un truc, c'est que l'uniformisation favorise les pathogènes. Bon, il y a plusieurs trucs, il faut quand même expliquer, c'est intéressant. La monoculture, ça fait qu'il y a une plus faible variété de nourriture et donc une plus faible variété de biodiversité. Ça, c'est le premier problème. C'est un peu notre système productiviste actuellement. C'est pour ça que j'en parle. Et du coup, quand un écosystème est déséquilibré parce qu'il y a trop d'une espèce, apparaissent les pathogènes. Parce que le rôle des pathogènes, c'est de réguler les écosystèmes déréglés. C'est leur job, en fait, tu vois. Comme nous, normalement, les virus et les bactéries. Sauf que nous, on a inventé les antibiotiques et les vaccins. Donc, on a cassé ce système. Mais normalement, c'est à ça que servent les pathogènes. Réguler les écosystèmes déréglés quand il y a un envahisseur, entre guillemets, qui déstabilise l'écosystème. Donc, tu vas mettre une seule culture. Tu fais de la nourriture que pour une partie. Et puis, de toute façon, tu vas favoriser les pathogènes qui servent à réguler l'écosystème. D'accord ? Mais pire que ça, cette monoculture, qui est d'une seule variété, elle est aussi de très faible variété génétique. Parce que c'est des semences hybrides F1 qui sont presque des clones. D'accord ? Et sur les oliviers, les arbres fruitiers, les petits fruits, là, c'est vraiment des clones. Parce que c'est des boutures. On coupe un petit bout, on greffe ou on plante en terre. Et ça te fait un nouvel individu. Sauf qu'en fait, cet individu, il est 100% identique génétiquement au précédent, à celui sur lequel on a prélevé. Et donc, si tu as une population qui est 100% génétiquement uniforme, elle est sensible aux mêmes pathogènes. Exemple que je donne en conférence, si on avait tous eu le même patrimoine génétique au moment du Covid et qu'on était sensible au Covid, on serait tous morts. C'est bien parce qu'il y a une grande variabilité génétique au sein de la population et aussi d'âge qu'il y en a qui résistent et d'autres qui crèvent. Donc, tu vois, c'est une accumulation de problèmes qui, à la fin, donnent des grandes catastrophes. Tu vois, et donc, en fait, il reste plus que les résistants. Ils font de la monoculture, monospécifique, voire hybride F1, voire cloné. Et donc, oui, les problèmes, ils sont totalement démultipliés. Et donc, ils mettent 10 fois plus de pesticides en espérant que ça marche. Et ça marche pas. Et tout est mort. Et il n'y a plus de prédateurs. Et machin. Et donc, c'est une espèce de spirale infernale. Et c'est vraiment comme une drogue dure. Ouais. On arrête les pesticides totalement. Il faut totalement arrêter. Réduire ne sert à rien parce que la toxicité et les problèmes générés sont tels qu'en fait ça ne change pratiquement rien et comme on a dit c'est toxique à extrêmement faible dose. Il faudrait un plan national européen. Il faut la bio, on sait déjà faire. Hein. On a 12 000 ans d'agriculture biologique dans les pattes. Même encore aujourd'hui l'agriculture bio elle existe dans toutes les filières. On sait tout faire en bio, il n'y a rien qu'on ne sait pas faire en bio. Voilà. Il faut arrêter point barre. T'as pas peur d'une fuite en avant dans des buts, tu sais, si on est passé à ça, parce qu'il faut du rendement, on est dans un monde de rendement. Moi, je voulais dire un truc, on en a déjà parlé, pardon, je te coupe la parole parce que tu as déjà parlé de ça, et je voudrais dire un truc, c'est que… Pour une fois que quelqu'un me coupe la parole dans cette émission, désolé, j'adore, les pesticides, en fait, ça a stabilisé la production. Ça, c'est vrai. Que c'est augmenter les rendements, moi, j'en sais rien parce qu'on compare, comme on a dit tout à l'heure, des trucs qui, en fait, sont hyper arrangeants. Moi, quand je vois ce que je produis sur des surfaces incroyablement petites,
en agriculture vivrière, mais parce que je fais de l'agriculture en 3D, je fais grimper, je fais plein de choses. Finalement, ça montre que on peut biaiser complètement des calculs, quoi. Hein, si tu calcules de manière idiote à la surface, que tu comptes pas les vivaces, enfin bon, bref, c'est très compliqué, d'accord? Mais moi, je suis persuadée, avec ma petite agriculture vivrière, qui est déjà nulle comparée à ce que faisaient les mecs avant, que croyez-moi, les rendements étaient largement supérieurs à ce qu'on faisait avant. Par contre, ce qui est sûr, les rangements étaient largement supérieurs avant. Je sais pas si c'était clair ma phrase, mais on a compris. Une chose que les pesticides ont vraiment amélioré, ça c'est vrai. Alors améliorer, c'est une façon déjà dans le jugement de dire les choses, mais c'est que ça a linéarisé la production. Normalement, avant, ce qu'on disait, c'est qu'il y avait une bonne année, une moyenne année et une année de merde, une année à zéro. Parce que, bah oui, la météo est très variable. Et donc, chaque année va être favorable à certaines productions et d'autres pas, etc. Et donc, avant, tu avais une grande variation tous les 3 ans. C'est aussi pour ça qu'ils faisaient beaucoup de bocaux, des conserves, des bocaux et tout. Et moi, c'est mon cas. Il y a 3 ans, j'ai eu un max de tomates. L'année dernière et l'année d'avant, 0 tomates parce qu'il faisait un temps catastrophique, machin. Et j'ai encore mes bocaux d'il y a 3 ans. Et donc, là, c'est vrai que les pesticides ont permis de linéariser la production. Mais de là à augmenter les rendements, vraiment ça... J'en suis pas sûre du tout. On est dans un monde aujourd'hui où, tu sais, quand je parle de rendement, c'est-à-dire qu'on va pas trop changer les choses parce qu'il y a des schémas de croyance, on a toujours fait comme ça, c'est mon boulot, je suis bientôt à la retraite, qu'est-ce que je vais changer, je vais pas révolutionner. Et tout ça est mis en place aujourd'hui pour la sacro-sainte croissance économique, se faire un maximum de thunes en un minimum de temps. Toi, tu parles des plaies écologiques, comme les 7 plaies d'Égypte. J'adore, c'est oui. très c'est les écologues qui parlent de ça. Bien sûr, voilà. la déforestation, la crise des rendements agricoles, pesticides forcément, la pénurie en eau, avec le cycle de l'eau qui est complètement altéré, tu vois, l'épuisement des océans, la 6e extinction de masse, la pollution, le changement climatique, la santé, bref. L'agriculture intensive qui nique beaucoup de choses, en sachant que 30% de l'agriculture intensive est jetée à la poubelle, 30% de ce qu'on produit est jeté à la poubelle. Oui. Comment aujourd'hui, monsieur et madame tout le monde qui nous regarde, quelles sont ces clés? Parce que ça a l'air tellement immense, tellement incommensurable, tellement monstrueux qu'on se demande par où on passe. Attends, parce que moi, je dois dire qu'avant aussi, je ressentais une charge mentale énorme avec cette multifactorialité. Tu vois, je me disais, mon Dieu, j'inspire de l'oxygène, je recrache du CO2. Déjà, ça commence mal, quoi, tu vois. Oui. Bon, c'est pas nous qui avons un impact de fou dans le changement climatique. D'accord, mais je me disais, il faut arrêter les déchets, arrêter le plastique, arrêter la voiture, arrêter machin, arrêter le truc, arrêter machin, puisque je mettais tout sur un pied d'égalité. Parce que moi aussi, comme j'ai dit avant, j'étais à fond sur le climat parce que je pensais que c'était ça qui tuait tout. Faut être clair. C'est une des 9 limites, c'est une des choses. Faut pas oublier. Maintenant, c'est pas. Je pense pas qu'on réussira un projet de société en interdisant aux gens de faire des choses. Non, mais c'est un autre sujet de toute façon. C'est surtout qu'en fait, si tout est en train de mourir, c'est de manière très majeure, à 90% au moins à cause des pesticides, et fait, faire bio, ça, c'est facile à faire. En tout cas, si tu produis ta nourriture, c'est facile à faire. Mais qu'est-ce que peut faire la personne qui nous regarde ou qui nous écoute? Que peuvent faire les gens? Moi, cette question, tu sais, c'est une question qui revient énormément dans les civilisations occidentales. Tu sais peut-être que le bilan carbone, ça a été inventé par British Petroleum. Ah, je pensais que c'est Jean-Marc Jancovici, tu vois. Non, je sais qu'il y a un gros débat avec les fanatiques de Jean-Marc Jancovici, mais vous trouverez sur Internet, vous tapez Carbon Footprint, British Petroleum, vous allez trouver tout de suite. Et en fait, ce truc de remettre la faute sur l'individu, c'est une des grosses stratégies des lobbies. D'accord? Parce que pendant qu'on remet la faute sur les consommateurs, on n'est pas en train de parler du fait que l'industrie, en fait, c'est elle. Mais ça marche pas de remettre la faute sur l'individu. Ça change rien. Ça ne change absolument rien au comportement. Si, ça marche à fond, puisque d'ailleurs, on dit aux gens qu'il faut pas qu'ils prennent l'avion, comme si c'était ça le problème. On dit aux gens qu'il faut qu'ils fassent des bilans carbone. C'est que dans les chiffres, ça change pas grand-chose. Tu veux dire dans les chiffres? Oui, dans mais par contre, ce qu'on entend partout, tout ce narratif, il est autour de la culpabilité et de la responsabilité individuelle. On est d'accord. On parle franchement plus de la responsabilité individuelle que du fait qu'aujourd'hui, même si tu voulais produire 0 déchet, tu peux pas parce qu'en fait aujourd'hui l'industrie te vend des trucs pleins de déchets. Oui, c'est le marketing des grosses multinationales depuis les compagnies pétrolières qui ont rejeté la faute sur l'individu, sachant pertinemment que ça n'a rien à changer. Je voulais juste dire ça en caveat, c'est-à-dire que oui, les gens ils doivent faire quelque chose, mais en fait c'est surtout à l'État d'interdire. Tu vois ce que je veux dire, c'est que aussi une analogie que je donne en conférence, c'est qu'est-ce qui nous choque nous en tant qu'Européens, c'est que aux États-Unis les gens utilisent mal les armes ou qu'elles soient autorisées.
Bah, nous, ce qui nous choque, c'est qu'elle soit autorisée. En fait, on se dit pas que c'est un mec qui a mal utilisé l'arme. Bon, bah là, c'est pareil. C'est-à-dire que le problème, c'est pas que les gens achètent pas bio. Le problème, c'est que l'État autorise les pesticides. Que l'État sait qu'on est empoisonné. Et là, je regarde la caméra pour les gens qui travaillent au gouvernement et qui savent, en fait, parce que moi, au début, je pensais naïvement. J'étais naïve surtout, moi, avant de découvrir tout ça. Mais je pensais que l'État nous protégeait. On nous apprend à l'école que l'État nous protège, tout ça. Que l'État, c'est nous, oui, effectivement. Sauf qu'en fait, l'État est parfaitement au courant qu'on est empoisonné, d'accord? C'est très bien que c'est ça le problème, mais là, il te fait des grands plans sur l'écologie, et puis à la case pesticides, c'est vide, il n'y a rien. D'accord? Donc, et ils savent que l'eau est pleine de pesticides. Ouais. Ils ont fait fermer tous les laboratoires de l'eau au fil des décennies. Enfin, je veux dire, en fait, ils savent très bien et ils cachent le problème parce que tout le monde a peur. D'une part, c'est trop avancé, pour être nettoyé, pour être... T'as d'une part ce système de croyance, on va mourir de faim, gna gna gna. Oui, ok. Les lobbyistes disent à Macron, ça va être la révolution. Regarde déjà les Français, dans quel état ils sont. Tu marches sur des braises depuis 6 ans. Si le prix de la bouffe augmente parce qu'on va supprimer les pesticides, parce qu'on leur fait croire ça. T'imagines un peu, mais tu vas sauter, ça va être la révolution en France. Ne fais pas ça. Puis en plus, si tu fais ça, au-delà du fait que ça va être la révolution et que les prix de la bouffe vont flamber, tu vas fermer les plus grandes usines de fabrication de pesticides au nord de Lyon, là, Limace, Villefranche. C'est le plus gros site de Bayer au monde. Donc, on en fabrique là, des pesticides au nord de Lyon. Chantage à emploi. Mais le problème, c'est pareil. À Lyon, c'est Arkema qui est au sud. C'est jamais BASF et Bayer qui sont juste au nord de Lyon. Ouais, bref. Mais tout ça pour dire que l'autre, on lui fout une pression de dingue et puis qu'il a la FNSEA aussi. C'est pas simple. S'il n'y a pas un soutien massif de la population, Macron tout seul face à la FNSEA, ça va pas marcher. On l'a bien vu. Il a été convoqué comme un petit enfant il y a 2 ans au ministère de l'Agriculture. Les autres, ils ont les tracteurs, les pesticides, les fusils. Si on n'est pas un certain nombre à demander ce changement, c'est pas juste le gouvernement qui pourra y faire quelque chose. Après, le gouvernement sait que c'est ça le problème, par contre. Voilà, là-dessus, il faut être clair. Donc, moi, ce que j'ai envie de dire aux gens, c'est que si vous voulez et que vous pouvez manger bio, faites-le. Ce n'est pas toujours possible parce que déjà, il faut en trouver. C'est pas partout qu'on trouve du bio. Moi, dans mon territoire, par exemple, c'est très compliqué. Et puis, il faut avoir les moyens. Moi, j'habite dans un territoire où les gens n'ont pas d'argent. C'est pas simple. Voilà. Par contre, ce qu'on peut tous faire, c'est réclamer l'interdiction des pesticides. S'engager pour qu'on interdise les pesticides. En parler autour de nous. Parce que si on n'est que 2-3 cinglés, là, 2-3 siphonnés à dire « Eh les gars, c'est ça le problème », on va avoir du mal, en fait. Il va falloir qu'on soit un nombre beaucoup plus important de gens à le dire. Donc, moi, je pense que les gens ne doivent pas forcément acheter bio. Si vous pouvez, faites-le, encore une fois, voilà. Mais surtout, demandez l'interdiction des pesticides. Parlez-en autour de vous. Interpellez vos élus, vos maires. Bon, dans les territoires, la plupart du temps, les maires, c'est des agriculteurs. Autre problème. Mais rien ne vous empêche d'interpeller votre élu et lui dire « Qu'est-ce que tu fais, toi, pour les pesticides ?» Vous voyez ? Parlez-en à l'école, parce que pareil, les profs et les médecins, ils sont complètement à l'ouest sur ce sujet. Les médecins, oui, parce qu'ils n'ont jamais su répondre pendant toutes ces années aux causes de mes allergies. Mes allergies sont arrivées du jour au lendemain, très fortes. Et quand je leur demandais pourquoi je suis allergique, ça finit par arriver. C'est ce que j'ai entendu pendant toute ma vie, sauf une dernière, une dame que je remercie, qui a dit Madame, Monsieur, dans l'alimentation, les pesticides, elle y a été cachée la première. Tous les autres, ils étaient. Il y a quelqu'un qui t'a dit ça déjà. Oui, il y en a une. Mais tous les autres, notamment notre médecin famille, un ancien médecin de la vieille, qui fait partie de la génération des médecins qui ont prescrit énormément d'antidépresseurs ou de somnifères très facilement à plein de gens en mode vas-y, on veut tu, on voilà, et qui ont rendu des membres de ma famille accros à ça parce que ça s'est fait comme ça en claquant des doigts, alors que ce qui leur suffisait c'est peut-être des vacances ou j'en sais rien, soit. Lui aussi n'a jamais su me répondre ou m'a toujours répondu. Et c'est quand même ça qui est dingue où tu te dis, si des médecins dont le but est quand même de nous aider à mieux comprendre notre santé, etc., eux-mêmes étaient complètement largués et que l'idée des pesticides ne leur a même pas passé par la tête, c'est dire à quel point, effectivement, il y a eu un travail très puissant et très fort. Oui, mais à l'école, on les forme à soigner et pas à se demander pourquoi les gens sont malades. Et je pense qu'il y a aussi une forme de syndrome de Stockholm parce que Bayer fabrique plein de médicaments. Donc, à la fois, ils se disent, s'ils fabriquent des médicaments qui soignent, ils doivent bien savoir faire ce qu'ils font sur les pesticides. Tiens, d'ailleurs, peut-être que ça intéressera nos auditeurs, mais c'est assez marrant. Chien qui mord sa queue. Pardon. Suite à la vidéo, j'ai un ancien employé de Bayer qui m'a écrit sur LinkedIn pour me dire bravo, ok, plein de compliments, super cool.
Et puis il me dit, il finit son message en disant oui, moi, je suis restée plus de 10 ans chez Bayer et j'ai enfin quitté cette boîte. Et donc je lui ai répondu, j'ai mis oui, ça arrive à des gens très bien, mais j'imagine, parce que donc lui il travaillait sur la partie médicaments, healthcare. Et je lui ai dit, mais j'imagine que vous ne saviez pas que vous étiez en train de fabriquer des médicaments pour soigner les maladies causées par l'autre partie de Bayer, Crop Science. Et il me répond, bien sûr que si. Ouais. D'ailleurs, tout le monde sait à la recherche, il n'y a que les gens du marketing et de la communication qui ne savent pas. Et là, tu te dis, c'est encore plus grave que ce que je croyais, parce que ça veut dire que tu as des chercheurs chez Bayer qui savent très bien qu'ils sont en train de fabriquer des médicaments pour des maladies causées par la partie Crop Science de Bayer, la partie pesticides. Et voilà, j'ai trouvé ça carrément fou, en fait. Bon, après, lui, il en est parti, quoi. Mais non, donc en fait, les gens ont conscience. Mais bon, les médecins, eux, ils sont clairement dans le déni. Et à l'école, on leur dit que c'est les écrans. Pareil, je dis pas que les écrans, ça n'a pas d'impact, hein. Mais c'est comme le reste, c'est-à-dire que ça a d'impact. Et puis à côté, les gamins, ils sont empoisonnés, notamment par les néonicotinoïdes qui provoquent des troubles du neurodéveloppement. Et on se demande pourquoi tous les gosses sont 10, dyscalculiques, dyspraxiques, 10 machin. Ouais, énormément de besoins spécifiques. Dans les écoles, on a pour être très proche des écoles en Belgique, les chiffres, en tout cas, on ne sait pas encore s'il y a une corrélation avec la culture de se dire aujourd'hui on fait plus attention aux enfants. Non, ça dépend. Et on leur apporte des besoins spécifiques, mais effectivement, les besoins spécifiques explosent dans les écoles. Non, mais il y a un énorme problème. De toute façon, tu vois bien les menus maintenant, allergie à ceci, à cela, machin. Il faut être polytechnicien pour comprendre les menus et les... Donc il y a quand même un problème. Moi, quand j'étais petite, il y avait zéro allergie. Tout le monde m'en bouffait les vieux trucs pas bons qu'on nous servait. Et voilà, en fait, donc il y a clairement un souci. Tous les profs qui sont suffisamment vieux le voient et le savent. J'en veux pour preuve ma mère, qui est professeure de lettres, qui fait ça depuis plus de 40 ans. C'est le jour et la nuit, clairement. Elle me dit, il y a un énorme problème et c'est pas la seule. Et donc, en fait, à l'éducation nationale, on se demande pourquoi plus rien ne va comme des fous. Et personne se demande, tout le monde pense que c'est les écrans et personne se dit que c'est les pesticides. Et donc en fait, il faudrait peut-être aussi alerter tous ces gens dans l'éducation nationale qui se demandent ce qui se passe et puis qu'ils en parlent aux parents, quoi. Parce que les parents, en fait, ils sont pareils, ils sont largués, quoi. Quand ils cherchent sur Internet, ils trouvent écran vaccin. Donc, oui. Identifier les producteurs de cette mort, en quelque sorte, Bayer. Donc, qui a racheté Monsanto en 2018, qui produit le Roundup, connu pour les OGM, herbicides, et forcément rôle controversé dans l'agriculture industrielle, impliqué dans de nombreux procès pour des cancers liés au glyphosate. Donc Bayer, allemand. Syngenta, tu es d'accord avec ça? Syngenta, pardon, ouais. Suisse, propriété du groupe chinois ChemChina. Ouais, ChemChina, exactement. Voilà, produits fongicides, insecticides, herbicides, semences OGM. C'est le leader en France là depuis très quelques années. Très actif en Europe, je vois, effectivement. Amérique latine, en Asie. Accusé d'impacts environnementaux sévères, biodiversité, pollution des eaux. BASF, allemand encore. L'un des plus grands groupes chimiques au monde, fournit de nombreux pesticides à large spectre, a racheté une partie des activités de Bayer pour respecter les règles anti-monopole, a racheté une partie des activités de Bayer, voilà. C'est vrai qu'ils se refilent les trucs. Mais parce que c'est impressionnant de se dire qu'en fait qu'il s'agit de que quelques boîtes. Corteva ou pas? Ouais, Corteva, c'est l'ancienne AgriScience, ouais. Voilà. Ouais, Dow Chemical, c'est ce que j'allais dire, mais peu importe. Ouais, issu de la fusion entre Dow Chemical et DuPont. Vous connaissez Dow parce que vous connaissez les PFAS, Darkwater, vous avez peut-être vu, mais voilà. FMC Corporation, c'est moins connu du grand public, mais influence croissante dans l'industrie, spécialisée en protection des cultures, notamment les insecticides. Adama, Israël, filiale de ChemChina aussi. Adama, ça a été racheté par Syngenta, qui a été racheté par ChemChina, mais c'était israélien, et celui que tu as cité juste avant, il est indien. Ah bah voilà, ok, d'accord. Vous sachez que, truc important quand même, on a exporté toute la chimie mondiale en Inde. Comme ça polluait trop chez nous, on s'est dit, tiens, on va demander aux Indiens de fabriquer ça. Donc en fait, les Indiens fabriquent les bases et chez nous, on fait de la cuisine, quoi. On mélange les bases. Merci beaucoup, Hélène. De rien. Pour cet échange. Merci à toi, Vincent. Faire interdire par tous les moyens possibles, localement, autour de vous. Déjà, rien que ça, c'est super. Ouais. C'est super. Il est là. Oui, merci. Et je suis en train de finir la création d'une ONG qui va bien sûr parler de pesticides, je suis mono-sujet, et qui s'appelle Chemical Interest. Et dedans, vous pourrez trouver encore beaucoup plus d'informations. Et vous, de votre côté, n'hésitez pas à commenter. Je sais qu'il va y avoir sans doute des biologistes, des gens qui ne vont pas être d'accord, et tant mieux, c'est ça dont on a besoin. Mais oui. Et on te réinvitera, et on invitera d'autres personnes en même temps pour aller plus loin dans le sujet.
Avec plaisir. pour essayer de mieux comprendre ce monde tellement complexe et dont on a l'impression, c'est un peu le dénominateur commun à toutes ces grosses firmes, ces grosses entreprises détenues par une poignée de milliardaires et par des actionnaires extrêmement véreux qui n'ont qu'une seule vocation, c'est se faire un maximum de thunes, y compris sur la mort des gens. Si on a fait ça pendant le colonialisme et qu'on a fait ça pendant une bonne partie depuis l'invention du capitalisme, il y a 500 ans plus ou moins, qu'est-ce qui dit que ça n'a pas lieu maintenant? Et ça a lieu plus que jamais et il faut vite se bouger, c'est très important. Merci Hélène. De rien, merci à tous. Likez, Salut. commentez, abonnez-vous. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Oui, mesdames et messieurs, pour mieux comprendre ce monde sur limite, c'est pas évident. Respect à tous ceux qui sont abonnés. Franchement, vous êtes accrochés, hein. Vous êtes solides. Vraiment, vous êtes les révolutionnaires de demain. Le temps que cette chaîne existe et qu'elle existera, j'espère, le plus longtemps possible avant qu'on se ramasse une fermeture par un coup de pression de BASF ou de n'importe qui chez YouTube. J'espère que ça se passera pas. Aidez-nous sur Limite pour continuer à avoir le contre-discours, pour continuer cette révolution. C'est important. Tipeee, PayPal Me, c'est en description. Ciao tout le monde.